Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors nous vous remercions de n'activer au micro. Normalement, ils sont activables directement, de n'activer au micro que lorsque vous parlez et que vous le désactiviez lorsque vous ne parlez pas. Pour poser vos questions, vous pouvez soit lever la main, on vous passera la parole et vous pourrez poser votre question à l'oral, soit la poser dans le chat directement. Nous, on les prendra au fil de l'eau pour que ce soit un échange. Ce webinaire est enregistré afin que vous puissiez retrouver le replay sur le portail industriel de l'ANS. Nous allons mettre le replay des 2 dernières sessions, qui ont eu lieu, lundi 24 et vendredi 28, pour les personnes intéressées. Voilà. Ok. Je vais vous faire un rapide historique aussi, donc nous avons lancé la concertation lundi 24, à la suite du premier webinaire de la présentation de la concertation. Vendredi dernier, après être, repassé rapidement sur la présentation du premier webinaire, nous vous avons donné la parole pour que vous puissiez nous partager vos retours, sur la concertation. Et du coup, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 4 niveaux de conformité de l'espace de confiance, et nous vous donnerons ensuite la parole pour que vous puissiez nous partager vos retours. Voilà. Merci à tous de vous être connectés et du coup, je pense qu'on peut commencer, Joachim? Ok, ça marche, Je te c'est passe la parti. main. Vas-y. D'accord. Donc rebonjour à tous, merci d'être présents. Effectivement, donc on a présenté l'espace de confiance et notamment son référentiel ainsi qu'un certain nombre de documents, le principe de contractualisation et nous avons abordé le sujet au niveau des dispositifs de conformité sur lequel nous allons faire un focus en début de ce webinaire qui pourra suivre derrière soit sur des remarques liées à ce dispositif, soit sur d'autres remarques. D'accord. N'hésitez surtout pas, si vous avez relu les documents depuis ces 2 semaines dans le cadre du référentiel ou vu les webinaires passés, les replays, de pouvoir de poser vos questions sur des éléments des précédentes présentations. N'hésitez surtout pas. Je ne vais pas au début repartir sur le contenu des précédents webinaires. Je vais directement me concentrer sur ce parti conformité. Donc surtout, l'objectif, c'est que vous puissiez faire vos retours et que nous, à chaque fois, on vous précise un certain nombre de points de cette concertation. Donc ce focus, on va parler, donc on va vous refaire un petit rappel sur le dispositif de conformité qui avait été présenté succinctement les 2 fois précédentes. Ensuite, on va refaire un focus sur les documentations à destination des acteurs de l'EDC. Et puis après, on va prendre chaque niveau, notamment N1 à N4, parce qu'en fait, il y en a 6. On va le voir tout de suite après. Et après, on vous parlera rapidement des prochaines étapes. Alors, surtout, n'hésitez pas à intervenir au milieu de la séance, d'accord? C'est un échange, c'est pas quelque chose, c'est pas un webinaire uniquement descendant. C'est important que vous puissiez échanger au moment. Alors, dispositif de conformité. En fait, pour ceux qui étaient présents et qui ont vu les webinaires, on a donc 4 grands acteurs, 4 grands rôles en fait dans le référentiel, qui sont les éditeurs de logiciels utilisateurs ou de logiciels proxy santé, d'accord, et les fournisseurs de services utilisateurs et les fournisseurs de services proxy santé. D'accord. Le parcours n'est pas exactement le même dans les deux en termes de conformité. Les éditeurs portent la charge de la preuve, d'accord, de tout ce qui est documents de conformité, démonstration vidéo, fichiers de configuration, etc. Ils portent aussi le fait de réaliser des tests d'intrusion, d'accord, donc ce qu'on appelle les TI, vous verrez tout à l'heure, et aussi d'avoir des scripts de tests unitaires qui nous présentent. Côté des fournisseurs de services, on a aussi un certain nombre de contrôles minimaux, d'accord. On a aussi un document de conformité, on le verra, mais c'est à compléter sur la base de celui qu'aura fourni l'éditeur, d'accord. Et il y a aussi une contractualisation avec l'ANS qui est un petit peu différent, alors pas énormément, parce que autant l'éditeur est un acteur qui restera théoriquement dans le bac à sable, sauf s'il décide de passer fournisseur de service. Le fournisseur de service, lui, passe en production avec des identités, j'ai envie de dire, de production, c'est-à-dire des vrais professionnels de santé, des vrais médecins, des vrais pharmaciens, etc., des vrais établissements de santé. Donc ça, la vérification qu'on va noter avant, d'accord, que vous voyez en haut, c'est justement les niveaux N1, N2, N3, N4 qu'on va vous présenter après, que je vais vous présenter après. La vérification pendant, ce sont les niveaux N5 pour la supervision, d'accord, et N6 pour la partie audit. La supervision, c'est quoi, d'accord, et j'en parlerai pas spécialement après. La supervision, c'est qu'en gros, les Pro Santé Connect ainsi que les API Pro Santé Connectées, donc notamment au tout début les services de l'assurance maladie, vont
de concert analyser en fait ce qui se passe dans l'espace de confiance, donc toutes les trames et l'ensemble de l'activité réseau, de l'activité fonctionnelle, métier de ce qui se passe dans l'espace de confiance pour vérifier s'il n'y a pas des mésusages, des comportements suspicieux, comment on appelle ça, des événements, d'accord, qu'on n'avait pas prévus ou qui, si on les avait prévus, ne doivent pas continuer. Donc, typiquement, c'est ça le N5. Le N5 va déclencher le N6. D'accord? Et le N6, c'est en fait, on va aller vérifier sur site ou directement avec vous sur une période définie, d'accord, que l'ensemble de ce que vous avez donné en N1 à N4 est bien ce que vous mettez réellement en œuvre dans le cadre de votre solution, que ce soit un logiciel utilisateur, un logiciel proxy, etc. D'accord? Vous pouvez vous reporter au webinaire précédent où on explique comment se fait le phénomène de cascade entre le fournisseur de services utilisateur, le fournisseur de services proxy, l'éditeur logiciel, l'éditeur de logiciel utilisateur. Donc voilà, comment se fait cette mécanique et sur quoi on s'appuie. D'accord? Pour vous donner un exemple, si en supervision, on voit qu'un fournisseur utilisateur qui s'appuie, enfin, plusieurs fournisseurs utilisateurs qui s'appuient sur le même éditeur de logiciel utilisateur, ce qu'on va auditer, c'est le logiciel utilisateur. D'accord? Si en revanche, il y a un logiciel utilisateur, un éditeur de logiciel utilisateur dont un seul fournisseur utilisateur comporte un comportement troublant, d'accord, il n'y a que le fournisseur utilisateur qu'on va aller auditer. Voilà, on va être intelligent dans notre principe d'audit. L'objectif de l'audit, c'est d'être pertinent, d'accord, et comme on l'a dit au début, c'est un espace de confiance. D'accord? Donc, qui dit confiance dit contrainte, dit périmètre de cette confiance et cadrage de cette confiance. Derrière, on essaye de vérifier que tout ça est bien mis en œuvre et c'est ce qu'on essaye uniquement de contrôler. Cela étant dit, donc maintenant, on va se concentrer sur la partie vérification avant. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les étapes avant l'entrée dans l'espace de confiance, c'est les preuves, des bases documentaires, des démonstrations réglementaires. Globalement, c'est ce que vous rencontrez dans le Ségur Vagun, d'accord? Et rajoutez à cela le test d'intrusion espace de confiance. Le test d'intrusion, vous verrez, il est en deux parties. Test d'intrusion pour les logiciels, on va dire les logiciels utilisateurs, les services utilisateurs, et le test d'intrusion proxy. D'accord? On va en parler après. Et après, il y a l'étape après. Donc, vous ne verrez pas, vous, la partie N5, vous ne la verrez pas. Elle fait partie de notre activité, nous, ANS et partenaires institutionnels de l'espace de confiance. Et derrière ça, ça déclenchera des audits sur votre service. D'accord? Alors, documentation qui sont à votre destination. Il y en a 4, d'accord? Alors, ce n'est pas les N1, N2, N3, N4, vous verrez après, mais on a donc le référentiel espace de confiance, c'est ce qui est en concertation aujourd'hui, le document de conformité qui est aussi dans la partie concertation, un document qui est les points de contrôle, donc c'est un fichier Excel dans lequel justement on détaille quelles sont les exigences qui vont être vérifiées et à quel niveau, d'accord? N1, N2, N3, N4, comme ça vous permet de vérifier et de vous rendre compte de quelle est la philosophie, la stratégie de conformité qu'on a vis-à-vis des documents de référentiel, espace de confiance et documents de conformité. Et ensuite, il y a deux tests d'intrusion, d'accord, deux trames de tests d'intrusion. Un pour le logiciel utilisateur, qui est celui qui aujourd'hui a été concerté dans le cadre du Ségur Vague 2 pour les logiciels clients lourds, les logiciels mode SaaS, etc. Et il y a un nouveau test d'intrusion qui est, lui, spécifiquement pour les éditeurs de proxy. D'accord? Proxy étant une brique nouvelle introduite par l'espace de confiance. Alors, les points de contrôle. D'accord? Les points de contrôle, comme vous l'avez vu, si vous l'avez regardé dans le document, et je vous invite à le voir, les points de contrôle, donc c'est dans ce fichier-là, on a en fait listé l'ensemble des exigences de l'espace de confiance. D'accord? L'ensemble de la portée, c'est-à-dire sur quoi ça s'appuie. Est-ce que c'est plutôt le fournisseur de services utilisateur, plutôt l'éditeur de logiciels utilisateur, etc., etc. D'accord? On a rappelé le contrôle, d'accord? Et derrière, on a mis quel est, pour nous, à notre sens, à quel niveau on va aller faire ce contrôle-là dans notre dispositif. D'accord? Et quel est le format du contrôle? Alors, en toute transparence, ce document-là est discuté en interne avec nous. Aujourd'hui, il a été discuté en interne avec nous et c'est le document qu'on va appliquer. Donc, on vous met en visibilité comment chaque exigence va être vérifiée. D'accord? Donc, avant l'entrée dans l'espace de confiance, d'accord?
pendant la vie de l'industriel dans cet espace de confiance via la supervision. Donc, il y a un certain nombre d'exigences qu'on va pouvoir vérifier en supervision. D'accord. Et ensuite, il y a les audits. Les audits vont aller vérifier un certain nombre de choses. Donc, je vous invite à aller voir. Alors, pas forcément, vous n'êtes pas, à mon avis, ce n'est pas pertinent de voir dans le détail, mais ça vous montre au moins sur chaque exigence comment est pensé le sujet. Donc, alors, quels sont les niveaux N1 à N4, qu'on appelle N1 à N4 chez nous. Le premier, le N1, c'est le document de conformité ou preuve Ségur. C'est le document que vous allez remplir, on en va en parler juste après, que va être rempli par l'éditeur, puis après amendé par le fournisseur de services, dans lequel vous allez détailler le fonctionnement de votre solution, le paramétrage, la mise en œuvre de votre solution, soit lorsque vous l'avez développée, vous l'avez construite, soit quand vous allez la mettre en production. Et cette mise en œuvre, en fait, sera un document que vous allez fournir au parcours, lors du parcours de la preuve Ségur. Il faut comprendre que ce document-là, on le verra après, s'appuie peut-être aussi sur des documents internes chez vous, que vous référencez dans le document de conformité. Donc, à ce titre-là, les documents qui sont référencés font partie du document de conformité. Vous allez voir, on va en parler de ce point-là. Le niveau 2, et j'ai envie de dire un peu le niveau le plus simple, c'est le niveau bac à sable. En gros, c'est l'éditeur qui, lui, va réaliser des tests sur le bac à sable, ProSanté Connect, et garantir en fait qu'à minima, ça fonctionne avec le bac à sable. Donc pour ça, vous allez voir, on va demander donc que l'éditeur s'accroche sur le bac à sable, parce qu'on demande aujourd'hui, il n'y a rien d'exceptionnel, et que ça fonctionne dessus. Donc ça va vérifier un certain nombre de choses. Le N3, c'est le test d'intrusion, on va en parler. Et le N4, je ferai un focus particulier, et ça sera aussi le focus de la semaine prochaine, c'est un outil de conformité, et on va en parler après. C'est un outil qu'on est en train de construire qui va vous permettre notamment d'avoir un tampon automatique. Alors, document de conformité. Le document de conformité, c'est une sorte de guide qui vous permet de remplir case par case, pour chaque exigence et chaque portée, il est détaillé ce que vous devez remplir. Donc, dans cette optique-là, c'est d'avoir un document qui permet de rassembler pour nous l'ensemble du dossier qu'on attend pour savoir si votre solution est conforme par l'espace de confiance. Donc, on vous demande en gros, pour chaque exigence, de définir un certain nombre de choses. Donc, je vais vous partager le document pour que vous vous rendiez compte. Voilà, donc c'est ce document-là que vous avez sur la gauche. Donc, quand vous regardez et qu'on parcourt le document, donc, vous avez, il est expliqué un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce que le document de conformité? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être essayer d'agrandir le document, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce document attendu vis-à-vis des éditeurs logiciels, etc. Donc, typiquement, vous allez avoir des cases comme celle-là, partout dans le document. Donc, je vais parcourir un peu. Vous voyez, tout le document est rempli de cases comme ça. Avec de l'explication avant ou après. Pour expliquer globalement ce qu'on attend ou ce qu'on explique. Et notamment, si on prend celle-là, par exemple la 131, pour l'exigence 131, il est demandé pour l'éditeur de logiciel utilisateur, mais aussi pour l'éditeur de logiciel proxy santé, de nous donner la description de la vulnérabilité, donc un tableau comprenant chaque vulnérabilité d'une colonne dédiée à chaque élément, la description de la vulnérabilité, le risque associé, les mesures mises en place, la date de mise en place ou de mise à jour. Donc, ça peut paraître comment dire, très intrusif, enfin très détaillé, mais en gros, vous allez passer un test d'intrusion, Vous allez peut-être dans ce test d'intrusion, il va y avoir des vulnérabilités qui sont identifiées, et dans un test d'intrusion, il peut y avoir des vulnérabilités qui soient acceptables, Ce n'est pas obligatoire que toutes les vulnérabilités soient résolues. En revanche, il est absolument nécessaire que ce ne soit pas décidé sous prétexte que ça m'arrange. Il faut plutôt dire pourquoi c'est acceptable et donc décrire la vulnérabilité, décrire le risque associé, définir la mesure mise en place et la date de mise en place ou de la mise à jour. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc vous allez voir, vous avez là par exemple, ici, on est sur l'exigence 104. Il est attendu que le fournisseur de services fournisse un inventaire recensant l'ensemble des composants techniques, y compris issus de tiers, les flux applicatifs, les requêtes, les protocoles, les services nécessaires à l'utilisation du système, version Super T à date, et qui détaille sa configuration. Vous allez me dire, c'est extrêmement exhaustif, on ne maîtrise pas tout, on ne sait pas. Là, l'objectif, c'est que vous nous fassiez l'effort de nous montrer que vous maîtrisez votre solution. Ça veut dire que
vous savez que tel composant est intégré dans votre logiciel, que vous utilisez tel OpenSSL, que vous utilisiez la brique du framework machin, qu'elle est en version truc, que les flux Intel sont ouverts pour les raisons suivantes, qu'il y a tel type de requête, tel type de protocole, etc. Et on ne cherche pas à avoir l'intégralité, d'accord, de l'ensemble de toute la solution et de tout ce que vous réalisez. Je vous donne un exemple. Vous avez typiquement pour l'éditeur de proxy, vous êtes hébergé chez un hébergeur, un grand hébergeur. On ne vous demande pas toutes les briques de cet hébergeur. D'accord? Vous allez dire, on s'appuie sur un hébergeur, d'accord, qui répond aux standards de l'hébergement, et puis derrière, vous décrivez votre solution. D'accord? Typiquement, le fournisseur de service, lui, devrait, en revanche, probablement mettre derrière un certain nombre d'explications sur ce que lui, il va faire en production. Alors, sur chaque exigence de ce document de conformité, on a rajouté en fait un « ou ». Alors, quel est ce « ou » en fait? Et c'est très important et je vais insister là-dessus. Très clairement, et ça ne nous arrangera pas forcément dans la mécanique de dispositif de conformité, pour aller vérifier, d'accord, mais on préfère, dans les faits, d'accord, que vous ayez déjà un document au sein de votre organisation qui décrive ce que nous vous demandons de décrire. D'accord? On préfère que vous ayez votre propre document estampillé, typiquement, imaginons que l'ANS réponde à son propre document de conformité. L'ANS, nous, on a des documents en interne, estampillés ANS, qui décrivent ça. On a des documents qui décrivent l'exigence 102, on a des documents qui décrivent typiquement des résultats de nos audits de sécurité avec des tests d'intrusion. D'accord? On a ce genre de documents. Il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire que vous fassiez un copier-coller de ce document dans la case. Ce n'est pas pertinent. D'accord? En revanche, ce qu'on attend, c'est que vous ayez mis soit vous mettez un extrait, donc vous considérez qu'un extrait et vous mettez un copier-coller de l'extrait du document et ça suffira, soit vous mettez une référence à cet extrait. D'accord? Donc, vous mettez chapitre N, alinéa 4, d'accord, du document référencé machin en interne, d'accord? Et vous nous donnez le document. Et donc, nous, en termes de vérification, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier dans le chapitre machin que ça répond bien à ce qu'on attendait. D'accord? Alors, pourquoi on préfère ça? C'est qu'on ne souhaite pas que vous ayez un processus de développement ou de production d'une solution logicielle qui colle à un standard d'un document Word qui est là, en fait, pour vérifier une conformité. D'accord? Vous pouvez avoir des règles de développement logiciel qui sont dans un format qui vous arrange dans le sens où c'est votre manière de travailler et on souhaite que vous restiez dans votre manière de travailler. En revanche, nous, il faut qu'on puisse vérifier ça. Donc, si vous avez le détail déjà existant dans votre documentation, vous mettez juste une référence à cette documentation et vous nous fournissez la documentation. D'accord? Donc, typiquement, si on parle d'audit, on ira vérifier dans l'audit que vous avez bien ce document-là chez vous en interne et que vous l'appliquez. D'accord? Et qu'a priori, ce document, il est vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas un document qui est figé depuis une quinzaine d'années, alors que vous avez changé l'ensemble des protocoles de votre solution. Voilà globalement ce qu'on attend. L'ensemble du document de conformité est de ce type-là. Il n'y a pas d'exception. Quand on a considéré que l'exigence était du déclaratif dans le document de conformité, on a décrit à chaque fois une case à remplir dans le format que je viens de vous expliquer. D'accord? Ce document, pour nous, il va être extrêmement important parce qu'il va nous permettre, ça va être la base de la confiance qu'on va avoir avec vous. D'accord? Donc, typiquement, il n'est pas attendu dans les exigences que vous écriviez, excusez-moi, je vais être un peu cavalier, mais que vous écriviez, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on va faire. D'accord? Ce n'est pas ça. Il faut que vous jouiez le jeu de nous décrire comment vous répondez à cette conformité-là. Certaines exigences, on ne va pas pouvoir challenger ce que vous faites. On ne pourra pas la challenger autrement que dans le niveau 6 avec l'audit. On va vous faire confiance, on va lire et se rendre compte que voilà, c'est écrit de manière compréhensible et on sent que c'est maîtrisé. D'accord? Ça va être la discussion comme ça. Et on vous fera confiance, c'est-à-dire qu'on vérifiera en supervision que globalement vous avez un comportement cohérent et on vérifiera ensuite en audit que ce que vous avez écrit, c'est ce que vous faites. D'accord? Il y a un certain nombre d'autres exigences où on va faire une analyse un petit peu plus poussée, d'accord, où on va vérifier si c'est pertinent. Je vous donne un exemple, je ne sais plus laquelle en fait des exigences. Il y en a une qui demande
Voilà, bah, typiquement celle-là, la 102. Il est attendu que le fournisseur de services détaille la liste des comptes incluant leur type, compte générique, de service, building, hein, qui sont utilisés pour exécuter le service nécessaire au bon fonctionnement, exécuter les services nécessaires au bon fonctionnement du système, excusez-moi. D'accord? Donc ça, c'est attendu pour les fournisseurs de services, donc ceux qui seront en production, d'accord? Pas l'éditeur, ceux qui seront en production, donc qui seront dans l'espace de confiance, qui vont véhiculer des vraies données de santé, qui vont discuter avec des vrais professionnels de santé, qui vont être en consultation ou en établissement de santé. Typiquement, le fournisseur de services qui nous dirait nous n'avons aucun compte d'administration, typiquement celui-là, on va probablement lui demander un petit peu plus de détails pour qu'il nous justifie pourquoi il n'a aucun compte d'administration. Ça ne paraît pas cohérent. D'accord? Si maintenant il nous explique qu'il a des comptes génériques, mais que ces comptes génériques sont dans une salle sécurisée qui, elle, est à... On pourra étudier. D'accord? Voilà. Mais pour vous donner un peu le niveau, c'est que ce qu'on attend, c'est qu'il y ait de la maîtrise, de la cohérence dans la solution, d'accord? Et que vous appliquiez des bonnes pratiques de sécurité de base. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on attend dans ce document-là. Et on va vérifier au niveau N1 que ce que vous décriviez, d'accord, est cohérent et logique et bien dans un cadre de sécurité maîtrisé. Donc ça, c'est pour le niveau N1. D'accord? N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est extrêmement important pour ce point-là. Ça sera probablement la base de notre première relation pour tous ceux qui rentreront dans le Ségur ou dans l'espace de confiance. Ça va être ce document de conformité qu'on va en premier lieu analyser et vérifier. D'accord? Vous pourriez avoir un test d'intrusion au niveau éditeur qui est correct, mais le document de conformité pour la partie fournisseur de services pourrait ne pas répondre pour certaines choses. Donc, comme par exemple, je vous dis, si vous nous dites que vous n'avez aucun compte, d'accord? Aucun compte d'administration, on se doute bien que vous avez des administrateurs de votre solution et on vous le conseille, ne serait-ce que pour le patch management. Donc voilà pour ce niveau 1 du document de conformité. Alors, le niveau 2, qu'est-ce que le niveau 2? D'accord? Le niveau 2, c'est en fait que vous ayez un accès au bac à sable. D'accord? Alors, la première chose, c'est que en gros, vous ayez fait l'engagement des CGU de ProSanté Connect. On considère qu'à partir du moment où vous avez coché la case des CGU de ProSanté Connect, et on vous invite à les lire, d'accord, et à pas faire ce que tout le monde fait d'une manière générale, c'est-à-dire de cocher sans lire. Là, on vous conseille de les lire, d'accord, et de vérifier vos engagements, les engagements de l'ANS aussi auprès de vous. Et ça, c'est déjà un premier pas, c'est-à-dire c'est un certain nombre, de vérifications. Typiquement, dans ces CGU-là, il est demandé à ce que, dans ce parcours de contractualisation avec les engagements CGU, il est demandé à ce que la personne morale soit immatriculée en Europe. Voilà, c'est une exigence qui est dans le cadre de l'engagement et du parcours de contractualisation. D'accord ? Ensuite, il y a un certain nombre d'autres exigences qui sont nécessaires, comme par exemple utiliser un certificat d'IGC, santé, haute CLI, etc., qui peuvent être testés tout de suite en bac à sable. D'accord? Et donc, en gros, ce qu'on demande là, c'est que vous fassiez votre parcours. Le niveau N2, c'est que vous fassiez votre parcours. D'accord? Donc, que ce soit l'éditeur ou le fournisseur de services, vous contractualisez avec nous. Vous avez un numéro de candidature, vous allez sur le portail industriel. Voilà, donc là, jusque-là, tout va bien. D'accord? Et au moment, en fait, sur l'éditeur, lui, on lui demande qu'il ait fait au moins une authentification sur le bac à sable. Vous imaginez bien que ce n'est pas une grosse exigence. Hein. On s'attend à quand même à ce que l'éditeur ait fait au moins une authentification sur le bac à sable. Mais là, on ira vérifier. On ira vérifier qu'il a fait au moins une authentification avec son service en bac à sable pour vérifier qu'il s'est bien accroché. Alors, une authentification, bien sûr, menée à son terme et réussie. Hein, pas une authentification en échec, bien entendu. Donc, si vous avez réussi à faire une authentification au bac à sable, d'accord, nous, garantissant ou essayant de garantir au mieux que le bac à sable est conforme à la prod, vous aurez normalement répondu à énormément d'exigences liées au raccordement à ProSanté Connect et à la conformité, on va dire, technique du raccordement à ProSanté Connect. D'accord? Donc ça, c'est pour moi la partie la plus simple. J'ai envie de dire, elle n'a pas de raison que vous ne réussissiez pas ce niveau 2. D'accord? Donc, bien sûr, on va regarder dans l'authentification ce que vous avez fait dans les traces, mais j'ai envie de dire, si vous l'avez réussi, il n'y a pas de problématique à ce que vous ayez ce niveau 2 dans ce cas-là. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt automatique. Test d'intrusion. D'accord? Test d'intrusion, il y a deux niveaux. Le test d'intrusion des TI LPS, d'accord? Donc des TI, on va dire des logiciels utilisateurs. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui est équivalent à celui déjà concerté.
D'accord? Donc, ceux qui le connaissent, ben, vous verrez, hein, on le parcourra, celui du proxy tout à l'heure rapidement. C'est en gros des lignes avec des identifiants qui sont à destination des auditeurs passifs. D'accord? Ce sont des auditeurs indépendants. D'accord? Vous contactez les auditeurs passifs, vous leur donnez le document et vous leur dites, voilà, je voudrais que ma solution, vous passiez le test d'intrusion dessus et qu'elle soit conforme. D'accord? Dites-moi où est-ce qu'il y a des non-conformités et à ce moment-là, vous aurez le résultat de votre test d'intrusion. Le test d'intrusion est uniquement porté par les éditeurs, les fournisseurs de services s'appuyant sur une solution éditeur, comme on l'a vu dans les webinaires précédents. Il n'est pas demandé aux fournisseurs de services d'avoir de test d'intrusion autre que celui de l'éditeur. D'accord? Donc, en gros, le fournisseur de service, lui, il doit demander à l'éditeur, ben, donne-moi ton test d'intrusion, et puis je vais apporter mon dossier à l'ANS. Et normalement, l'ANS doit déjà avoir le dossier de l'éditeur avec son test d'intrusion. Bon, vous comprenez bien qu'on va aller vérifier que les deux tests d'intrusion sont les mêmes, hein. Ça paraît un peu bateau, d'accord, mais ça vaut le coup de vérifier que les deux tests soient les mêmes. C'est plutôt logique, d'accord. Ça fait toujours un check de plus qui nous permet de vérifier que vous êtes bien en relation avec cet éditeur-là, que l'éditeur est au courant que vous utilisez sa solution, tout bêtement, et que vous avez discuté avec lui, quoi. Donc ça, c'est pour le logiciel utilisateur. Pour le TI destination des proxys e-santé, alors très clairement, la sensibilité des proxys e-santé impose une vérification supérieure. Alors pourquoi les supérieures? D'accord? Alors je vais insister là-dessus, même si je l'ai déjà dit 2 fois dans les webinaires précédents. Le proxy e-santé est en fait, comment dire, dans la sécurité, vous avez souvent, vous avez toujours ce problème de un point A qui discute avec un point B, d'accord? C'est Alice et Bob, d'accord? Un point A et un point B, puis vous avez Carl au milieu, qui en fait est le man in the middle. Ce qu'essaye de tous les protocoles de sécurité, c'est de faire en sorte que Carl ne voit jamais ce que dit Alice à Bob et ce que dit Bob à Alice, d'accord? Classique. Dans l'espace de confiance, quand on voit dans sa construction, en fait, on a un man in the middle qui est le proxy. C'est-à-dire c'est intrinsèquement construit comme ça. Et c'est en fait finalement les API ProSanté connectés sur la base du standard OpenID qui l'imposent. Pourquoi? Parce qu'en gros, ProSanté Connect donne un jeton au proxy qui lui garantit que la personne en face est bien celle qu'elle attend. Mais ce jeton, s'il n'ouvre rien derrière, il n'a pas d'intérêt. D'accord? Il ne gagne pas grand-chose. Alors, il gagne quelque chose parce que dans le jeton ProSanté Connect, on donne un certain nombre d'informations sectorielles, mais finalement, au sens sécurité, le jeton n'a pas vraiment d'intérêt actuellement. Dans l'espace de confiance ProSanté Connect, il aura un intérêt parce qu'il permettra d'ouvrir des services numériques tels que le DMP, l'INSI, demain la facturation, etc. D'accord? Donc le proxy devient un man in the middle qui, au nom du PS, voire même du service utilisateur, d'accord, va ouvrir des accès à des API qu'on peut considérer comme extrêmement sensibles. Donc de fait, le proxy doit avoir un niveau de sécurité qui fait qu'il n'a plus ce rôle de man in the middle, qu'il a un rôle dans la chaîne de confiance. Donc le niveau de sécurité du test d'intrusion proxy est clairement supérieur. Cependant, cependant, les proxys, a priori, ont peu d'interfaces utilisateurs exposées. C'est-à-dire que les proxys sont des serveurs, alors ils peuvent avoir des pages web, mais ça reste des flux entrants sur le port 80, sur le port je ne sais quoi, donc ils ont assez peu d'interfaces utilisateurs et sont plutôt dans des dialogues protocolaires réseau d'échange. Donc de fait, les surfaces d'attaque sont quand même moins importantes que sur un logiciel qui est sur un poste utilisateur. C'est plutôt maîtrisé. On va dire que de base, les hébergeurs ont déjà des contre-mesures d'attaque. On va dire que les principes des grandes distributions Windows Server, Red Hat, les sites web du type, les sites web, excusez-moi, les frontaux type Apache, Nginx, etc., ont les mécanismes suffisants pour se protéger. En revanche, tous ces composants logiciels qui ont pignon sur rue et qui sont utilisés par tous ceux qui font du serveur ont des nécessités d'être configurés pour les administrateurs, les comptes administrateurs dont on a parlé, pour les certificats de sécurité, pour quels sont les ports ouverts, quelles sont les redirections, quelles sont, etc., les réécritures d'URL, etc. Et tout ça, peuvent potentiellement générer des failles de sécurité, et comme je le répète, sur un composant qui est extrêmement sensible dans la chaîne de confiance.
Donc, le proxy demande un niveau de sécurité supplémentaire. Alors, je vais faire un petit focus sur le document en question. D'accord? Voilà, je vous le partage. Alors, je vais aller sur le proxy. Voilà. Voilà. Donc, alors, si je ne me trompe pas, on est bon, hein, c'est ça? Oui, j'essaye de voir. Oui, ça doit être ça. Donc, en gros, les points de contrôle. Alors, excusez-moi, je vais Est-ce que tu l'agrandir. peux zoomer un petit peu? Oui, Ouais, oui, OK. excusez-moi, je suis sur mon écran, mon gros écran. Excusez-moi. Voilà. Donc, vous voyez que les gravités sont toutes hautes, d'accord? Il n'y a pas de faibles ou de mineurs, d'accord, dans ces gravités, contrairement à la partie logicielle. Donc, contrôle de conformité aux standards, vérification, respect des standards. Donc là, l'auditeur PASI, hein, sous-entendu, d'accord, doit vérifier que les requêtes effectuées par le fournisseur de services sont conformes aux standards listés dans la section conformité aux standards du document de conformité, d'accord? Euh, En gros, vous voyez que le document de conformité va lister un certain nombre de choses. D'accord? Vous allez donner le document de conformité à l'auditeur et l'auditeur va aller vérifier que ce que vous avez écrit, d'accord, les requêtes sont bien conformes à ça. D'accord? Deuxième cas, l'auditeur doit tester des cas de mésusage par requête. Donc, en fait, il va altérer les requêtes, d'accord, pour vérifier comment votre système, d'accord, déclenche les procédures d'alerte. Vous verrez que dans le référentiel, il est demandé à ce que sur des requêtes non conformes, vous ayez des procédures d'alerte. Procédures d'alerte pouvant être des logs, pouvant être des alertes dans la console d'administration, enfin une procédure d'alerte, c'est-à-dire qu'en gros, quand c'est non conforme, vous devez être capable de le vérifier. Honnêtement, quand vous prenez pour avoir fait un peu de Apache de temps en temps, quand vous prenez un Apache et qu'il y a un contact, que Apache est contacté sur un port qui n'est pas attendu, vous avez un log dans error log. D'accord? Ça fait déjà une alerte. Okay, et a priori, un administrateur, il doit aller vérifier qu'il n'y a pas trop d'erreurs ou qu'il y a bien un comportement attendu du frontal dans ces cas-là. C'est ça, hein, qu'on attend. D'accord? Détection de mésusages, donc vérification d'accès aux ressources. Toute demande d'usage, modification d'une référence directe à une ressource, clé de base de données, nom de fichier par le client, fait nécessairement l'objet d'une vérification d'autorisation côté serveur et d'une autorisation explicite pour tout utilisateur. D'accord? Donc globalement, on doit vérifier en fait qu'il n'y a pas de mésusage dans votre mécanique. Cryptographie, ça c'est assez simple, d'accord? L'ensemble des flux client-serveur sont toujours protégés par l'utilisation du chiffrement. Exemple, protocole HTTPS et pas de protocole HTTP. Vous voyez, ça c'est de la configuration. C'est assez simple pour un auditeur pour aller vérifier ça, hein, d'accord? Il va essayer d'attaquer les ports 80 de base, aller essayer de faire du protocole sans qu'il y ait de sécurité, et puis il va voir si effectivement vous répondez correctement. Vérification de cohérence inventaire. L'auditeur doit vérifier la cohérence entre l'inventaire déclaré et le système testé. Donc, typiquement, je ne sais pas moi, je prends cet exemple parce que ça me paraît, c'est celui qui me parle, mais vous n'avez pas d'interface avec des imprimantes, vous n'avez pas déclaré de spooler d'imprimante, bah, vous n'avez donc pas normalement certains ports qui sont ouverts, et donc il va vérifier si c'est effectivement le cas. D'accord? Conformité identifiant de session. Alors ça, vous verrez dans les exigences, on demande à ce que les proxys et les LPS dialoguent avec un identifiant de session qui permet de garantir l'unicité du contexte d'utilisation du proxy à un instant donné pour un utilisateur donné et un service utilisateur donné, et même une instance de service utilisateur donné. D'accord? Et donc voilà, c'est l'objet de cette gestion des sessions, c'est qu'un identifiant de session utilisateur est défini suite à l'authentification de l'utilisateur et qu'il est conforme aux recommandations de l'ANSSI, résistant à toute collision, n'apparaît jamais dans l'URL, dans les paramètres de l'URL et les messages d'erreur. En gros, l'auditeur va vérifier que quand il regarde la trame là, en mode Carl entre Alice et Bob, ben, il ne voit pas l'identifiant de session. Et que quand il va le récupérer en tant que Alice ou en tant que Bob, l'identifiant de session a une entropie suffisante. Je vous donne un exemple. Il n'est pas codé sur 2 caractères, qui fait que dès que vous avez dépassé 255, ben, c'est terminé, vous bouclez et l'identifiant de session recommence. En gros, il faut que l'identifiant de session soit assez grand pour toutes les connexions qu'il y aura sur votre service, de tous les services, sur toute la vie du service. Donc, il faut qu'il soit assez grand. Honnêtement, c'est assez classique, hein. Vous prenez une session dans un Drupal, par exemple, hein, ou dans un WordPress, les sessions garantissent ça, il n'y a pas de difficulté. Et si vous générez un numéro aléatoire, normalement, vous ne devriez pas avoir ce souci. Ou alors, vous faites un condensé d'un identifiant qui augmente tout le temps, vous n'en verrez pas avoir le problème. D'accord?
Et ensuite, conformité au WASP. L'auditeur doit vérifier les mesures mises en place concernant les dernières publications OWASP Top 10. En gros, ça veut dire quoi? C'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant de OWASP, et je vous invite à le faire parce qu'on s'appuie sur certaines exigences sur OWASP. OWASP est un organisme, on va dire, indépendant, qui définit un certain nombre de règles de sécurité et de bonnes pratiques dans le développement. Et tous les ans, d'accord, il fait un top 10, dans lequel il dit, bah voilà, on a constaté par le passé, dans l'année précédente, que les vulnérabilités un tel et un tel et un tel sont celles qui sont le plus utilisées et les plus répandues. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une intersection entre l'utilisation de ces failles de sécurité par des attaquants et leur déploiement, c'est-à-dire le nombre de fois où cette faille existe dans les systèmes. Et donc, il donne un top 10 en disant, ben, traitez-les cette année, comme ça, on réduira globalement le risque sur Internet. Donc, en gros, je résume fortement le sujet. Donc, on va dire que le top 10, il ne change pas radicalement tous les ans. Et de toute manière, le top 10, il est à date de publication du référentiel, sachant que s'il y a audit, on demande à ce que vous ayez vérifié où en était le dernier top 10 tous les ans, quoi. Voilà. Donc voilà, globalement, le test d'intrusion proxy. Donc c'est à la fois léger, mais important, parce que derrière, vous comprenez bien que quand on dit non conforme les requêtes, ben, chaque requête va être vérifiée. Enfin, en tous les cas, c'est l'auditeur passif qui va avoir sa stratégie de vérification sur l'ensemble des points d'entrée du proxy. D'accord? On est dans une forme de, alors on parle souvent de boîte noire, boîte blanche, etc. On est autour de la boîte grise, c'est-à-dire qu'on a quand même une information sur le fonctionnement du proxy et on va attaquer le proxy en connaissance de cause. On n'a pas les informations à l'intérieur du proxy, c'est-à-dire qu'on n'a pas le code source, on n'a pas l'intégralité du proxy. Il est donné par l'éditeur de proxy en accès à l'auditeur passif avec un document qui décrit son périmètre d'action. Et l'auditeur passif, en gros, dans ses différents ID de tests d'intrusion, va aller vérifier que ce qui est déclaré sur ce périmètre-là est bien conforme à ce qui a été déclaré. Donc voilà pour ce périmètre du test d'intrusion. Alors, le quatrième et dernier point de contrôle qui concerne la vérification avant, d'accord, c'est un outil de conformité. Alors, pareil, je répète, toujours pareil, le proxy est une brique importante et sensible, d'accord. Et ce qu'on va vérifier, c'est que le proxy, dans son activité, d'accord, dans sa mécanique interne, répond à un certain nombre de vérifications minimales, d'accord. Donc, on va mettre en place, alors pour ceux qui connaissent peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des outils en ligne, par exemple, qui permettent de vérifier la sécurité de vos serveurs web, de vos sites web, qui s'appelle SSL Lab, par exemple, ou je ne sais plus comment, Quality SSL, ou des trucs comme ça. En fait, vous tapez l'URL, un peu comme vous le voyez là dans outils de conformité, vous tapez l'URL de votre système, vous tapez sur OK, et en fait, l'outil en ligne va aller attaquer votre URL, d'accord, avec toutes les suites de certificats possibles, les suites de chiffrement, etc., etc., dont notamment celles qui sont faibles, celles qui sont attendues, etc., etc., d'accord, avec les tailles de clés, tout ce qu'on veut, des certificats pas attendus, enfin bon, il va faire un certain nombre de tests, et à la fin, il vous donne un rapport en vous disant, ben, vous êtes là, vous refusez bien telle chaîne, telle suite cryptographique, c'est très bien. Là, vous l'acceptez alors que c'est un peu limite, attention, warning, etc., etc. Et en gros, à la fin, vous avez un rapport qui vous dit si vous avez une note A, B, C, D, etc. Si vous êtes F, c'est plutôt pas bien, d'accord, et que vous êtes plutôt pas conforme au résultat. L'unité de l'outil de conformité, c'est le même. Alors, on n'est pas orienté, on ne va pas faire un SSL Lab, ce n'est pas le sujet, autant que vous utilisiez SSL Lab, hein, ils font très bien leur boulot. D'accord. Donc, ça s'adresse uniquement aux éditeurs de proxy. L'idée, en gros, c'est qu'on va piloter votre proxy. D'accord. Et en même temps, le proxy va aller attaquer une API ProSanté Connectée qui est une API de conformité. D'accord. L'API de conformité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une interface qui fait de l'écho. D'accord. Il n'y a pas beaucoup plus. D'accord. En gros, on va envoyer quelque chose au proxy. Le proxy va envoyer quelque chose à l'outil de conformité. Et normalement, d'accord, l'API de ProSanté Connectée, le dialogue qu'il y a entre l'outil de conformité et l'API ProSanté Connectée de conformité va permettre de nous garantir que quand on a une entrée, doit attendre une sortie.
normalement, le proxy devrait nous donner, devrait avoir le bon comportement. L'idée de ce proxy, c'est de vérifier surtout la gestion des séparations de contexte d'authentification. Le proxy, on considère qu'il va avoir plusieurs services utilisateurs devant lui et plusieurs professionnels de santé. Et on peut même dire des centaines, des milliers, et je souhaite en fait que les proxys et que tout cet espace de confiance soit extrêmement utilisé, hein, puisque c'est comme pour ça qu'on le déploie et qu'on l'impose dans le VAC 2. Donc le proxy sera une brique qui, a priori, aura beaucoup de LPS en face de lui et beaucoup de professionnels de santé. Il est attendu du proxy qu'il soit capable de différencier, chaque connexion d'un couple PS-LPS. Donc, si le PS change devant le LPS, normalement, le proxy doit générer un nouveau proxy. Alors, on ne lui demande pas qu'il vérifie qu'il ait une webcam devant le poste et qu'il sache qu'il y a un PS à changer. Ce n'est pas ça du tout le sujet. Hein, le LPS a aussi sa part de responsabilité dans le changement. En revanche, si le LPS lui signifie un changement d'utilisateur, il doit à ce moment-là générer un nouvel identifiant de session qui sera l'objet du prochain dialogue entre ce LPS-là et le proxy. De la même manière qu'un PS se connecte à deux logiciels différents sur le même proxy, ça devient deux identifiants de session différents. Alors, juste pour que vous compreniez quel est l'intérêt, l'intérêt, il est assez simple, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le proxy fait office de passe-plat ou d'intermédiaire entre l'utilisateur, les API ProSanté connectées. Il est nécessaire qu'en cas de problématique potentiellement grave, admettons qu'un un DMP soit consulté de manière non légitime, il est indispensable qu'on puisse remonter la trame jusqu'à l'utilisateur de manière sûre et certaine. L'identifiant de session est là pour ça, parce qu'à ce moment-là, on saura que la commande qui aura été envoyée à l'API ProSanté connectée DMP, est bien issue de tel LPS, sur lequel il y avait tel PS devant. Donc l'identifiant de session, il est là pour ça. Il est là aussi pour ça, dans le sens où, entre le lien entre le proxy et le LPS, on a des exigences qui sont différentes qu'entre le proxy et les API ProSanté connectées, ou le proxy et ProSanté Connect. Donc, ce qui fait qu'on a besoin de vérifier qu'il y a un certain nombre de mécanismes minimaux qui sont mis en œuvre par le proxy. Typiquement, comme je le disais tout à l'heure, qu'il est bien des identifiants de session différents, que quand on se déconnecte, on n'a plus l'identifiant de session, etc., etc. Et ça, on peut le piloter à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut, dans l'outil de conformité, générer des scénarios de test qui vont derrière déclencher des appels à une API ProSanté connectée et qui va permettre de vérifier que vous mettiez en place ces mécanismes-là. On considère que si vous respectez et si vous êtes conforme à l'outil de conformité, a priori, les mécanismes que vous aurez mis en place, vous les aurez donc implémentés et donc vous les utiliserez pour le reste des API. L'outil de conformité, il se base sur de la cohérence, sur le fait que le proxy, à partir du moment où il fonctionne d'une certaine manière pour une API ProSanté connectée, il va fonctionner de la même manière pour toutes les API ProSanté connectées. Il ne va pas faire du spécifique. S'il génère des identifiants de session qui sont corrects pour un LPS, il va le faire aussi pour les autres. Il n'y a pas de raison qu'il ait une mécanique différente. On essaye d'être un peu cohérent dans l'architecture. Donc cet outil de conformité, il sera accessible en ligne, c'est l'objectif. Il documentera aussi l'ensemble des prérequis et il rendra après son exécution un rapport. Ce rapport sera dans le dossier de conformité. Ce n'est pas un TI, ou on pourrait dire c'est plutôt un test fonctionnel minimal du proxy. Alors, ce qu'il est demandé aux éditeurs de proxy, c'est d'implémenter une interface permettant à l'outil de réaliser ses vérifications. L'interface, elle est simple. C'est extrêmement simple. C'est un connect, disconnect, send, etc. En gros, on va se connecter avec un LPS et un PS, on va se déconnecter avec un LPS et un PS, et on va envoyer une trame, et c'est bon. Bien sûr, il faut bien sûr implémenter aussi l'interface avec la brique API ProSanté connectée, de conformité, autoriser les identités de test, les clients ID des services utilisateurs précisés dans les prérequis, donc dans l'outil de conformité, et après valider tous les tests avant soumission du dossier de conformité. On a réfléchi à ce que l'API soit la plus simple possible, la plus cohérente possible, qui vous permette d'avoir vraiment un proxy en mode passe-plat, moyennant le fait que vous appeliez les mécanismes que vous aviez mis en œuvre pour gérer les connexions sur les autres interfaces que vous utiliserez demain.
D'accord? Donc, on va demander ça aux fournisseurs de services proxy PSC. Il faut comprendre que la semaine prochaine, on fera un focus sur cet outil de conformité pour vous expliquer comment il fonctionne. Donc, je ne vais pas m'attarder plus sur ce sujet-là parce qu'on va vous laisser un point sur les retours et puis j'ai une information à vous donner aussi sur la concertation. On fera la semaine prochaine un focus sur ce niveau 4. D'accord? Ça sera l'objet. D'accord? Pour que vous ayez un peu plus de détails sur ce qu'on attend exactement. Je ne rentrerai pas dans le swagger de l'application parce qu'on est en train de le définir. Je ne pense pas que ce soit en plus extrêmement dimensionnant, mais on vous montrera un peu quels sont les types de tests qu'on va réaliser pour que vous compreniez que c'est pas, on ne vous demande pas ça pour rien. Ça vous permettra notamment, vous, de vous garantir et de vous prémunir dans ce qu'on va aller analyser dans le niveau N5. Le niveau N5, ça sera de la supervision. C'est-à-dire qu'en supervision, si on se rend compte, typiquement, que c'est toujours le même PS qui se connecte ou le même LPS qui se connecte sur votre proxy, alors que derrière, vous attaquez dans le DMP plein de dossiers, on va bien se rendre compte qu'il y a un mécanique dans le proxy. Vous avez peut-être fait tout très bien dans votre tête et vous êtes, les éditeurs proxy, vous étiez parfaitement bienveillants, mais il y a un moment, vous avez raté une mécanique. Il y a quelque chose que vous avez raté dans la gestion de vos contextes. L'idée qu'on a là dans cet outil de conformité, c'est que vous ayez bien saisi quelle était la mécanique qu'on attendait en termes de gestion de la diversité des contextes d'authentification que vous aurez en amont de votre proxy. D'accord? Donc, c'est surtout pour garantir qu'on aura des bons comportements. Il est évident qu'un proxy en production, normalement, devrait avoir NPS qui se connectent et NLPS différents. D'accord? Alors, ça pourra être un seul LPS, mais il y aura probablement plusieurs PS, parce que ça fait un peu cher d'avoir un proxy pour un PS. Et normalement, vous devriez avoir autant de certificats que de LPS. Donc, on a un certain nombre d'informations dans la contractualisation. On doit retrouver en termes d'usage le même comportement. Pour vous garantir que vous n'êtes pas en dehors des clous, on met en place cet outil de conformité qui va nous aussi nous conforter sur le fait que vous avez bien compris notre attendu. D'accord? L'idée, ce n'est pas de rajouter de la couche pour rajouter de la couche, c'est vraiment de vous aider. Nous, typiquement, SSL Lab, on l'utilise tout le temps. On l'utilise tout le temps, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous conseille de l'utiliser. C'est très pratique. Vous tapez votre URL, vous attendez, ça défile. Et si ce n'est pas conforme, il faut vous poser la question pourquoi vous acceptez telle ou telle chose. D'accord? Je répète, la semaine prochaine, on parlera de ce sujet-là. Alors, ça, c'est les précédents webinaires qu'il y a eu en 2023. Je vous invite à les consulter. Donc, c'est aussi des webinaires que j'ai présentés à l'aide d'autres équipes qui ont parlé plus technique, architecture pour les deux premiers. Et ensuite, c'est une séance sur laquelle on a introduit la notion d'API Pro Santé Connectée, qui sont les travaux préliminaires à ce qu'on vous présente aujourd'hui. On s'appuie énormément sur ce qu'on a dit à cette époque-là. Évidemment, normalement, on ne se contredit pas. Donc, je vous invite vraiment à aller les visionner. On a essayé d'être le plus, de vulgariser le mieux possible ce qu'on entendait sur ces aspects-là et quelle était la philosophie qu'on attendait, notamment en termes d'organisation chez les éditeurs et les fournisseurs de services. Il y a les replays des deux webinaires précédents, d'accord? Le webinaire du 24, donc comme l'a expliqué Nicolas tout à l'heure, qui ont introduit l'espace de confiance, et le webinaire du 26, qui fait donc un rappel avec un échange ensuite avec les personnes présentes. D'accord? On va bien sûr mettre en replay ce qu'on fait ce jour et ce qu'on fera vendredi prochain. Prochaines étapes, pour un rappel. Donc, la série de webinaires va prendre fin vendredi prochain. Donc, il y en aura encore un autre vendredi prochain, donc le 12 juillet à la même heure. L'idée, ça sera, comme je vous l'ai dit, de se faire un focus sur l'outil de conformité N4 pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on attend. Donc, le début de la concertation a été le 24 et elle prendra fin le 12, alors le 14 peut-être, je ne sais plus, enfin le 12 au sens où on n'aura plus de webinaire, le 14 probablement sur la clôture définitive de l'espace participé. Voilà pour cette présentation. D'accord? Alors, je vais faire je vais vous laisser réagir si vous souhaitez réagir. D'accord? Le temps que les mains se lèvent, je vais faire une petite remarque. On a eu des retours depuis 15 jours. En fait, on a eu quelques retours, mais notamment un
qui a été récurrent. Alors, quand je dis récurrent, hein, on n'en a pas eu des dizaines, hein, mais on a eu au moins 3 fois la remarque, donc dont en webinaire la semaine dernière, et vous pouvez regarder sur le replay, et 2 sur l'espace participer. N'hésite pas, Nicolas, si tu peux poster le lien sur participer pour pouvoir poser Je vais le mettre là. ces remarques. Voilà. Euh, En fait, je vais résumer avec ma compréhension du sujet et vous montrer qu'on a, excusez-moi, on étudie une réponse et que je vais vous exposer. Il nous a été remonté notamment par des éditeurs de services utilisateurs, donc la partie qui est devant le professionnel de santé, la problématique que les proxys vont être nombreux. Les proxys vont être nombreux et que dans le référentiel aujourd'hui et dans l'approche même globale de l'espace de confiance, on n'a pas défini, on n'a pas imposé d'interface du côté du proxy. C'est-à-dire que le lien entre le LPS et le proxy, d'accord, en termes des signatures d'interface, n'a pas été imposé. C'était un choix pour laisser la liberté à l'écosystème de trouver la bonne stabilité. On considère que c'est toujours important de laisser cette liberté-là et de ne pas figer en fait la proposition métier que pourrait être faite sur des interfaces fonctionnelles. Cependant, les remarques ont été pertinentes, c'est qu'à ce moment-là, si d'aventure des fournisseurs de services, de logiciels, en fait, demandaient et imposaient un proxy, d'accord ? On se retrouvait dans une situation où en fait un service utilisateur, pour pouvoir bénéficier en fait d'un business ou d'être comment dire apte à répondre à une demande, à un devis ou je ne sais quoi. Hein, je ne vais pas vous parler de tout le business model qu'il pourrait y avoir derrière, mais en gros, un service utilisateur se retrouverait dans l'obligation, en fait, finalement, implicitement, indirectement, de devoir répondre à tous les proxys qui se présentent. Donc, si on a 5 proxys, ce qu'on ne pense pas, ça va être compliqué, parce que le service utilisateur va devoir développer 5 protocoles, 5 briques d'échange avec un proxy. Mais si il y en a 100, 1000 ou 20 000, là, pour le coup, ce n'est plus du tout gérable. On l'entend parfaitement, on l'a entendu. Ce qu'on va proposer, c'est de rajouter 1, 2, 3 exigences en fait, dans le référentiel. Alors, je vais vous donner la teneur de l'une d'entre elles qui est, on va dire, la plus importante. Alors, excusez-moi, il faut juste que je la retrouve. Voilà. Alors, on va rajouter dans le référentiel au moins une exigence, probablement une ou deux autres, mais qui sont juste pour préciser un petit peu, ou alors ça sera de l'explication, qui va permettre de nous garantir que les proxys ont une interface minimale commune. Comment on a décidé ça et comment on a réfléchi à ça? En gros, finalement, le proxy, il est bien intermédiaire entre le service utilisateur, et l'API ProSanté connectée. Ce qu'on va demander, donc je vous lis l'exigence, sur une portée éditeur proxy uniquement, on va rajouter le fournisseur de service. Alors, je vous passe le wording, le wording sera peut-être un peu changé, mais globalement, il faut comprendre l'idée. Le fournisseur de service doit s'assurer que le service proxy e-santé accepte les mêmes requêtes que les API ProSanté connectées avec lesquelles il permet d'échanger sur des points d'entrée équivalents. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à minima, un proxy qui se connecte à une API ProSanté connectée doit offrir, lui, en interface, la même API. Donc, ainsi, à minima, tous les proxys auront des branchements équivalents. D'accord? Alors, comment on va vérifier ça? Donc, ce qu'on va demander, bien sûr, dans le document de conformité, c'est de nous expliquer, en gros, comment cela est mis en œuvre. Donc, typiquement, nous avons décidé en tant que proxy de nous connecter au DMP, à l'INSI, etc. Donc, nous mettrons en œuvre les API du DMP et de l'INSI conformément à ce qui est détaillé dans les API ProSanté connectées. Nous les mettrons en œuvre pour les services utilisateurs. Je vous donne un exemple. Comment on va vérifier ça? On ne va pas en demander plus en vérification avant au proxy. En revanche, on va le vérifier en supervision. Alors, comment on va le vérifier en supervision? C'est assez simple, c'est que en fait, les services utilisateurs qui n'arriveront pas à se connecter vont nous dire tel proxy n'a pas les API attendues. Donc forcément, on déclenchera un audit. Voilà. C'est aussi simple que ça. On va considérer que, en gros, un service utilisateur doit arriver et doit se connecter. Si maintenant, le proxy a déjà N services utilisateurs qui se connectent, ces services utilisateurs se connectent aussi à d'autres proxys et ils n'ont pas de problème,
le N plus unième qui arriverait en nous disant bah non, ce proxy joue pas le jeu, on dira bah, c'est bizarre parce que ça a l'air de bien fonctionner avec d'autres, quoi. D'accord? Donc voilà comment on va gérer cette problématique-là. Mais en gros, on va imposer dans le référentiel un minimum fonctionnel, c'est-à-dire que dans l'espace de confiance, un proxy doit offrir dans ses interfaces au service utilisateur les mêmes interfaces que celles auxquelles il se connecte en tant qu'API Pro Santé Connectée. Donc voilà la réponse qu'on a fait à ce point-là. Alors, à minima, pourquoi? Parce qu'on ne souhaite pas limiter la possibilité au proxy d'offrir des solutions métiers plus intégrées, d'accord, plus, comment dire, permettant et offrant plus de dynamique, plus d'intelligence dans leur traitement. On va avoir demain, et on le souhaite, hein, des proxys qui vont se connecter au DMP, à l'INSI, à la facturation, etc., etc. Il n'est pas exclu que des proxys trouvent très intéressant, d'accord, d'avoir des briques qui répondent mieux aux pharmaciens, mieux aux médecins libéraux ou aux podologues ou à des établissements de santé en ayant une interface qui traite plus de choses. En revanche, à minima, ils pourraient répondre à des logiciels qui auraient le standard minimum. D'accord? Donc, on ne va pas détailler quelles sont les signatures d'API. En revanche, on va juste dire que ça doit être exactement conforme à l'API Pro Santé Connectée, à laquelle il se connecte. Voilà, je ne sais pas si ça génère des interrogations. Pour ceux qui ont posté les remarques, n'hésitez pas à intervenir si ça répond à votre attente. Oui, allez-y, monsieur Edel. Oui, merci. J'aimerais clarifier ce que vous êtes en train de dire Oui. à la base, on va dire, avant que vous présentiez l'espace de confiance. Ce qu'il était prévu dans la documentation de ProSanté Connect, c'est qu'on mette en place justement un proxy et que ce proxy garde secret le refresh token qui permet de régénérer l'access token ProSanté Connect. Oui. D'après ce que vous êtes en train de dire, là, on est en train de dire que finalement, même l'access token ProSanté Connect ne peut plus sortir du fournisseur de service. On est d'accord? Parce Alors, que j'aime pas. D'accord. ce que j'entends, c'est que du coup, toutes les communications à destination, on va dire, des services connectés, on va dire, de l'assurance maladie, doivent passer par ce proxy. Donc, ça veut dire que si, par exemple, je vais utiliser mon access token pour aller lire une boîte mail MSS, il faut que je passe par le proxy. C'est ce qu'on est en train de dire? Alors, MS Santé a une particularité, d'accord? Une particularité, c'est que je sais que c'est une question récurrente et on en est conscient, du fait des protocoles, d'accord? Des protocoles mail, en fait, qui sont utilisés, le jeton ProSanté Connect peut être amené à être récupéré par le service utilisateur. OK. Voilà, on le sait, d'accord? C'est propre à la MS Santé. Dans tous les autres cas, il n'y a pas de raison à ce que ça arrive, d'accord? Et donc peut arriver jusqu'au poste utilisateur. C'est quelque chose qui est déconseillé, qui est fortement déconseillé, notamment par l'ANSSI, mais de fait de l'historique de ce qui est le mail, d'accord, SMTP, IMAP, etc., on ne peut pas, en fait, imposer que le jeton n'arrive pas sur le poste utilisateur. Donc pour la partie MS Santé, pour moi, c'est un cas particulier, en fait, dans ce cadre-là. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais la MS Santé est vraiment un cas particulier. Si, ok. Et du coup, si je vais plus loin, si on considère que euh, si on considère que notre espace de si on considère que notre espace de confiance, c'est un petit peu, on va dire, un réseau un réseau de microservices qui va mettre à disposition, d'une part, on va dire, un proxy, on va dire, un proxy d'authentification qui va se baser sur les API ProSanté Connect, et derrière des applications hébergées qui vont par exemple exposer une interface pour gérer le DMP. Si on considère que l'Access Token ProSanté Connect reste dans on va dire dans l'espace de confiance, est-ce qu'on est obligé d'implémenter un petit peu euh, on va dire, comment dire, un équivalent, on va dire, du proxy? Je sais pas, je pense que Alors j'ai pas attendez, été clair. alors non, c'est juste que je me pose la question. En fait, dans les webinaires depuis le début, là, en fait, vous me posez la question, si je ne me trompe pas, de
est-ce qu'on est obligé d'implémenter un proxy, c'est ça? En gros, le résumé de votre question, c'est ça? Ah non, non, parce que ça, on a conscience que depuis le Ah, début, il faut d'accord, ok. implémenter un proxy. Ah, Ça, d'accord, ok. c'est pas le Alors, sujet. j'ai Mais pas pour moi, compris, en fait, excusez-moi. le proxy aujourd'hui, c'était juste un proxy à Pro Santé Connect. C'était pas un proxy ODMP, c'était pas un proxy à Ah, INS, ben c'était d'accord, pas un ok. proxy Ben, maintenant, à. alors, d'accord, d'accord. Mais je vais vous répondre, excusez-moi de vous couper, mais je vais vous répondre. Dans le cadre de l'espace de confiance, donc pour pouvoir bénéficier des futures interfaces du DMP en API Pro Santé Connectée, d'accord, il faut un proxy qu'on appelle proxy e-santé, qui est l'ancien proxy, enfin l'ancien, le proxy PSC que vous avez actuellement pour utiliser Pro Santé Connect, d'accord? Ben, ce proxy-là, si vous voulez, après, si vous ne voulez pas utiliser le DMP, vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'espace de confiance, hein. Oui, mais Donc, on n'a pas le choix. d'accord, ok. Non, mais dans le SecureVac 2, alors à ce moment-là, dans le cadre du SecureVac 2. Tout à fait. D'accord, dans le cadre du SecureVac 2, effectivement, vous êtes obligé de développer ce proxy e-santé. Alors, si vous avez déjà un proxy d'Otante, il faut, en fait, faut monter, alors son niveau de sécurité, je ne sais pas s'il faut monter son niveau de sécurité, en revanche, il faut monter le niveau de documentation qu'on demande, plus le TI, pour passer à des API Pro Santé Connectée. Voilà, donc oui, il faut un proxy, c'est absolument indispensable pour se connecter au DMP. Le jeton, en fait, là, je vous invite à aller voir le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé du volet des API Pro Santé Connectée. En fait, le jeton qui va vous permettre d'ouvrir l'API Pro Santé Connectée n'est qu'un jeton qui va générer lui-même un jeton. D'accord? Et cette interface-là que vous allez créer, elle est faite entre un proxy de type e-santé et une API Pro Santé Connectée. Le jeton est juste un, comment dire, c'est un pass pour pouvoir ensuite ouvrir une porte. Ok. Et du coup, j'ai encore une dernière question par rapport à l'obligation de refournir, on va dire, en l'état l'ensemble D'accord? des API qu'on attaque. Dans le cas d'une société qui aurait les quatre casquettes, à Mm. savoir les deux Oui, casquettes éditeurs et les deux casquettes oui. fournisseurs, est-ce que ces contraintes s'imposent? En gros, est-ce Oui, que. oui, mais attendez, excusez-moi, je vais vous répondre. Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accord, vous serez vérifié qu'en niveau N5, d'accord? Donc, je ne devrais pas vous dire ça, mais en fait, on va être évident. Vous allez vous allez nous le dire dans l'outil de conformité, dans le document de conformité que vous devez le faire, parce que vous êtes un proxy. Et à ce moment-là, en N5, comme vous n'aurez aucune autre personne que vous-même qui va se connecter avec votre proxy, bah, ça ne sera pas mis en œuvre. D'accord? Donc, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que c'est une bonne question. Je vois votre question. Est-ce qu'on ne peut pas déroger? Il faudrait qu'on le tourne autrement. Parce que nous, Euh, en tant qu'éditeur, on va développer nos propres briques, on va dire, de fournisseurs e-proxy santé. Aujourd'hui, on n'a pas prévu de commercialiser ça en marque d'accord. blanche D'accord, à d'accord, d'autres. d'accord, d'accord. Ok, Voilà. j'entends votre remarque. Excusez-moi, j'ai un peu trop réfléchi à haute voix. On va l'intégrer, votre remarque. Euh, euh, on va intégrer votre remarque. J'entends. Si vous êtes l'acteur, vous êtes les quatre acteurs, il n'y a pas de raison qu'on vous impose ça. En revanche, vous allez être embêté. Quoi qu'il arrive, on va l'imposer à celui qui va mettre à disposition son proxy d'un tiers. Donc, il ne faudrait pas que ça vous arrive à un moment donné. Et si ça nous arrive à un moment donné, il faudrait qu'on rentre, on va Voilà, dire, dans cette exigence qui concerne la mise à on est disposition d'accord. du proxy un tiers. Tout à fait. D'accord, ok. Bon, on va essayer de. Donc, merci pour la remarque, hein, d'accord, excusez-moi. On va reformuler pour que ce soit. Alors, ça va être une formulation peut-être un peu délicate, mais on va faire l'effort de reformuler pour le cas où c'est les quatre acteurs. D'accord? Où vous faites les quatre acteurs. Enfin, ou du moins, oui, les quatre acteurs. Il faut que vous fassiez les quatre acteurs. On va voir. Mais on comprend la remarque, effectivement. C'est pas très intéressant si vous faites tout, quoi. Je vais répondre à la question qu'il y a dans le chat et après je prends la main levée. D'accord? Quand vous dites que le proxy e-santé doit exposer des interfaces identiques aux API PSC, il s'agit donc d'exposer les interfaces API SOAP S1, vu qu'elles sont encore les seules disponibles pour ETSI et DMP à ma connaissance. Alors, non, c'est les interfaces API Pro Santé Connectée. Donc, normalement, il doit y avoir un document qui est sorti ou qui va sortir qui va les détailler. Voilà. Là, pour le coup, je n'ai pas l'information. Mais il va y avoir en gros des API Pro Santé Connectée DMP, des API Pro Santé Connectée INSI, des API Pro Santé Connectée TLSI, des API Pro Santé Facturation
demain, toutes ces API-là vont exposer. Alors, elles vont peut-être exposer des interfaces qui sont très similaires à celles SOAP, hein, je ne dis pas le contraire. En revanche, elles vont en présenter d'autres, probablement allégées d'un certain nombre de choses, ajouter du jeton ProSanté Connect de base. Donc, dans ce cadre-là, il faudra être conforme. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, d'accord ? Il faut comprendre que nous, on va aller vérifier en fait que quand un service utilisateur voudrait appeler le DMP, ben, il puisse bien appeler avec la même signature. D'accord ? Voilà, les guides sont publiés. Hein. Alors, on me dit en off que les guides sont publiés pour le DMP et l'INSI. Je ne sais pas si quelqu'un peut, chez nous, mettre le lien dans le chat. Donc, c'est de ces API-là dont on parle. Bien entendu, on a discuté avec la CNAM. Je ne peux pas vous donner les signatures d'API exactement, mais tout ce qu'on est en train de vous présenter est parfaitement concerté avec l'assurance maladie. Hein. D'accord ? C'est en version SOAP que les documents sont en concertation. Peut-être. Voilà, je peux pas vous répondre. Je dirais une bêtise. D'accord ? D'accord. Mais c'est possible que ce soit ça. Je n'ai pas de. Voilà, je laisse. L'API ProSanté Connecté, ça ne définit pas quel est le format d'échange dans la trame métier ou fonctionnelle. Voilà, c'est ça. Merci Alexandre. C'est du SOAP plus une couche OAuth 2. Donc effectivement, ça doit être du SOAP. D'accord ? Les API ProSanté Connecté ne définissent que la couche OAuth 2. On laisse libre à l'API ProSanté Connecté derrière d'avoir un dialogue au format qu'elle le souhaite. Ok. Voilà. Oui, allez-y. Alors, ça serait donc Monsieur Truche. Oui, Si je bonjour. prononce bien. Bonjour. Bonjour. En fait, je veux juste savoir si j'ai trouvé une documentation sur les appels d'une API ProSanté Connectée avec une notion de serveur d'autorisation Oui. sur le serveur, sur le système cible. Est-ce que c'est toujours vrai ça ou pas? Oui. Donc Oui, ça veut oui. dire que par exemple le DMP il aurait un serveur d'autorisation. Oui. D'accord. En fait, je vais le résumer à ma manière. Hein. C'est plutôt Monsieur Salzman qui est dans le chat là, qui serait plus à même de répondre, mais je vais le résumer à ma manière. En gros, l'OpenID ProSanté Connect permet de déclencher l'ouverture d'un canal OAuth 2 API ProSanté Connecté. D'accord ? Donc il y a un OAuth 2 qui permet d'ouvrir un autre OAuth 2. Quoi. On va dire ça, Oui, je vais oui. résumer. D'accord ? Voilà. Et du coup, après, les services peuvent accéder directement au service cible sans passer par le proxy ou pas? Avec le nouveau non, jeton. c'est forcément par le proxy. Ça passe forcément par le proxy. Oui. Le proxy est un intermédiaire pour des raisons toutes bêtes, c'est que dans les exigences, on demande à ce que les éléments de sécurité de dialogue avec notamment ProSanté Connect ou les services cibles soient limités au proxy et n'arrivent pas sur le service utilisateur. D'accord. Alors, à l'exception du jeton de l'Access Token, notamment pour la MS Santé. Ça ne nous arrange pas, mais on n'a pas trop le choix. D'accord, parce qu'il y a un graphe là que j'ai que j'ai imprimé. Et apparemment, le fournisseur de service, il accède directement au service cible en ayant l'access token plus l'accès aux données du jeton qu'il aurait eu le deuxième jeton, quoi. Alors, attention, il y a le cas des fournisseurs de données, d'accord, et le cas des API ProSanté Connecté. Le cas des fournisseurs de données est le cas qui est lié au niveau communauté. Alors, pour rappel, hein, dans ce qu'on a présenté avant, le référentiel ProSanté Connect actuel, d'accord, va rester dans l'état, d'accord. Il va être un petit peu amendé à la marge, etc. Mais il va être considéré comme le niveau communauté. C'est-à-dire qu'en gros, vous utilisez ProSanté Connect pour accéder pour déléguer l'identification et l'authentification. Et il y a une notion qu'on avait introduite qui était les fournisseurs de données. En gros, vous avez un jeton ProSanté Connect et vous voulez lui rajouter des informations. D'accord. Voilà, il n'y a pas besoin. Ça s'appelle des fournisseurs de données au sens OpenID. D'accord, j'ai compris. Ok. Voilà. Et les API ProSanté Connecté, c'est un niveau supplémentaire qui est pour accéder aux données de santé. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça augmente le niveau de sécurité. D'accord. Voilà. Merci. En fait, tout bêtement, ça permet de garantir au service cible, ce qui n'est pas le cas du fournisseur de données. Le fournisseur de données ne rend un service qu'à l'utilisateur sans se poser de questions de qui y avait au milieu. Les API ProSanté Connecté garantissent, la mécanique choisie dans le cadre des API ProSanté Connecté, garantissent aussi le suivi de celui qui a demandé au milieu au nom du professionnel de santé. C'est les deux, c'est le couple en fait. Voilà. D'accord. Et il y aura un bac à sable pour tout ça? Oui,
Il y a le bac à sable Cool. de ProSanté Connect et on travaille justement avec l'assurance maladie pour qu'il y ait ce genre de solution aussi chez eux. D'accord, donc on pourra tester un Ah oui, oui, accès oui, bien DMP. sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, bien D'accord, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça nous demande un merci. petit peu de coordination, mais oui. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Forêt? Oui, bonjour. Le Bonjour. corollaire en fait de la demande, enfin de la nouvelle exigence, ça implique que l'ensemble des proxys doit être compatible avec l'ensemble des éditeurs, enfin des logiciels utilisateurs. Pas tout à fait. Il ne faut pas le penser comme ça. Non, non, c'est important. On a essayé de chercher une solution pour que, comment dire, en gros, un proxy qui se déclare auprès de services utilisateurs potentiels comme étant un proxy qui permet d'accéder au DMP doit exposer les interfaces DMP. Si il ne se déclare pas comme étant capable d'exposer l'INSI, il n'a pas besoin d'implémenter l'INSI. Donc, il n'y a pas besoin d'exposer tous les services cibles, uniquement ceux qu'il souhaite, lui, fournir à ses services utilisateurs. Ensuite, les services utilisateurs, eux, ils ont juste à se rendre conformes, s'ils veulent accéder au DMP, à l'interface DMP, et puis ils se connecteront au proxy et ça devrait fonctionner. Si maintenant ils veulent accéder à l'INSI et que le proxy en question, lui, n'a pas dit « moi, j'accède pas au l'INSI », à ce moment-là, il faudra un autre proxy qui lui accède à l'INSI. Il faut le voir comme ça. Après, je suis bien d'accord avec vous qu'a priori, une fois qu'on a développé un proxy, c'est intéressant qu'il ait tout intégré. Et donc, à ce moment-là, il va devoir intégrer toutes les interfaces. Mais c'est aussi son intérêt à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais enfin, je n'aime pas trop la réponse. Parce que la raison du proxy ou même de notre proposition, c'est de définir une façade, en fait, et un peu gommer la complexité en fait, des interfaces fournies par le GE César Vital. Et là, en fait, vous demandez d'exposer cette complexité-là. Alors, on demande à minima de l'exposer. Hein. Oui, mais bon, c'est un travail qui est supplémentaire et qui ne sont pas utiles pour nous. On a écouté, honnêtement, là, on a eu 2 retours, dont 4 retours et celui-là, et on entend la problématique du côté service utilisateur. Moi, j'avais une position personnelle qui était justement de laisser libre parce que ça permettait d'avoir un avantage pour les proxys d'offrir et de, comme vous le dites, exactement comme vous le dites, au sens métier, parce que c'est pas tant que les API sont complexes, c'est qu'elles sont pas forcément adaptées à une configuration métier. De fait, on comprend la problématique des services utilisateurs. Donc, on fait une position intermédiaire qui est de dire au proxy, à minima, vous exposez l'interface, sachant qu'ils vont s'y connecter, donc ils la maîtrisent, d'accord? Donc, ils vont exposer, comme vous le dites, la complexité sans avantage, mais je vous invite à faire d'autres interfaces qui sont, elles, plus simples. Au contraire, c'est pas... Oui, ça va vous donner plus, j'ai envie de travail, mais c'est un travail qui est quasiment de pur passe-plat. Alors, pas tout à fait, mais de pur passe-plat, quoi. Oui, si on avait plus d'éviter, ça aurait été mieux. On répond à tout l'espace de confiance. Voilà. Monsieur Lesage? Oui, merci. Bonjour. Donc ça veut dire que sur les frontaux de communication, le frontal entrant e-proxy, ProSanté Connect, donc qui va proposer des services aux logiciels fournisseurs de services utilisés par les utilisateurs, va devoir donc implémenter, s'il est en capacité de fournir un service auprès de INSI, TLSI, DMP, etc., il va devoir implémenter, il va devoir interpréter, enfin, il va devoir être capable de reconnaître en entrée des requêtes à destination de TLSI, INSI ou DMP, telles qu'elles sont précisées et spécifiées par ces fournisseurs de services numériques. Et donc tout ça sur le même point d'accès. Alors là, vous me posez une colle en termes d'architecture, d'accord? Pour moi, vous devez être capable de fournir Alors, je pense que vous voyez quelque chose que je ne vois pas, donc je vais être bien normal de vous répondre. Alors, d'accord? pour préciser ma remarque,
un LPS va avoir à disposition un e-proxy. Donc, il va disposer d'une adresse et d'un port sur lequel va se réseau connecter le qui va lui service permettre- utilisateur. qui va lui permettre de contacter les API, entre guillemets, de ce e-proxy. Parmi ces API, il faut que le e-proxy puisse recevoir des requêtes à destination de TLSI, NSI ou DMP, etc. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Dans leur format original, enfin dans leur. Oui, c'est un peu ça, oui. Et donc, toutes ces requêtes-là vont être reçues par le e-proxy sur la même connexion, enfin sur le même point d'entrée, si vous voulez, utilisé par le LPS, quoi. Donc, après, je ne vais pas définir votre architecture, mais effectivement, il faut peut-être que dans votre URL, vous ayez un différenciant. Pour être extrêmement clair, voilà, je simplifie volontairement. Mais voilà, le e-proxy est un serveur HTTP, en gros, voilà, c'est l'échange entre le LPS et le e-proxy se font à l'aide de requêtes HTTP. Donc le frontal HTTP du e-proxy, il va recevoir des requêtes, des requêtes HTTP, et il va falloir qu'il reconnaisse si c'est une requête à destination de INSI, de TLSI, du DMP, du ou alors il fait 1 c'est TLSI, 2 c'est DMP. Après c'est un peu bateau comme réponse, ce que je vous dis. Moi j'ai pas fait un proxy. Enfin on en a fait, mais pas à ce niveau-là d'exigence. Mais il va falloir que vous ayez une mécanique côté proxy qui est capable de savoir qu'en entrée, vous devez attaquer l'INSI avec la demande formulée directement, quoi. Sans intelligence pour le coup, ou sans plus d'intelligence, quoi. Effectivement, oui. Après, comment vous faites, je ne sais pas. Si c'est 4 points d'entrée, 2 points d'entrée, 1 point d'entrée avec paramétrage supplémentaire, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Là. D'accord, mais là, on va devoir. En fait, ce sera à vous de nous dire, puisque, a priori, on doit fournir un service que vous devez pouvoir vérifier. Donc, il va falloir que vous nous expliquiez comment faire, effectivement, ou que vous fassiez un choix technique qu'on devra implémenter pour que vous puissiez le vérifier. C'est-à-dire c'est-à-dire que, en gros, je dirais, je vais expliquer à mon éditeur de LPS, qui veut utiliser mon e-proxy, que s'il veut envoyer une requête à destination du service INSI, il faut que dans les headers de la requête HTTP, il ajoute telle information. Exactement, par exemple. Etc. Mais ça, si je ne vous le communique pas, ou votre outil de conformité, si vous voulez, qui est censé. D'accord. C'est ça, il faut qu'il le sache, ça aussi. Alors, oui, d'accord. Excusez-moi, je vais vous répondre. Ça sera détaillé dans le document de conformité. Vous allez nous dire dans le document de conformité comment vous répondez à cette exigence-là. Est-ce que c'est par paramétrage dans l'header? Est-ce que c'est des points d'entrée totalement différents, etc. Vous allez nous dire dans le document de conformité comment vous répondez. L'outil de conformité, lui, il ne va pas tester cette partie-là. L'outil de conformité, il est là pour tester en fait les exigences concernant les contextes d'authentification. Donc en gros, c'est en dehors de ces interfaces-là. Normalement, dans ces interfaces-là, vous devrez utiliser une partie de ces mécaniques. Mais en dehors de ces interfaces-là, vous avez l'outil de conformité. C'est pour ça que je faisais l'exemple avec SSL Lab, même si c'est pas tout à fait ça. Mais SSL Lab, le fait que vous ayez un site web qui vende des t-shirts ou un site web qui soit une communauté de modélisme, j'ai envie de dire, SSL Lab, il va tester SSL Lab, quoi. Ben là, ça va être la même chose en fait. D'accord ? L'outil de conformité, il va vérifier que vous avez intrinsèquement dans votre proxy mis en œuvre des mécanismes minimaux pour que vous soyez conforme. Après, ces mécanismes-là, vous allez devoir les greffer sur les autres points d'entrée que vous aurez par ailleurs. Très bien. Écoutez, je reconnais que cette exigence-là, elle est cohérente, et effectivement, la façon dont vous la présentez est très cohérente, mais si vous voulez, j'ai deux remarques quand même. La première, c'est que je ne sais pas si vous imaginez le boulot qu'il y a à fournir, ne serait-ce que pour mettre à disposition un frontal un frontal de communication adapté à un service numérique. J'exagère un peu peut-être, mais bon, voilà, ça représente quand même pas mal de boulot. Deuxièmement, donc c'est du travail à faire
quasiment en double parce que nous tous qui utilisons ces services TLSI, NSI, DMP, etc., on leur trouve à tous des défauts et on a tous en tête, nous éditeurs, des idées pour les optimiser, où on sait que telle et telle chose qui est demandée par le DMP ou le NSI, voilà, on peut peut-être optimiser les requêtes en faisant ça et ça. Donc ça veut dire que tous, on aura la volonté de proposer à la fois cette fonctionnalité proxy pure vis-à-vis de ces interfaces TLSI, INSI, DMP, etc. Et je pense on aura tous la volonté de mettre également à disposition des API pour les logiciels utilisateurs qui simplifient l'usage de ces services. Ça, c'est une première remarque. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça représente quand même une certaine masse de travail. Et la deuxième, c'est que votre volonté de proposer au minima une interface commune à tous les e-proxy, mais en fait, elle est pas tout à fait exacte. Je pense qu'il sera important que dans votre discours, vous rajoutiez le fait que, à minima, tous les e-proxy proposeront une interface qui nécessitera quand même de se rapprocher de l'éditeur du e-proxy pour obtenir les spécifications, pour obtenir des informations sur ce qui sera spécifique au niveau de cette interface, sachant que pour accéder aux services numériques, on sera quasiment dans les spécifications telles qu'elles sont éditées par ces services, quoi. Enfin, je vois ce que vous voulez dire. Je vais répondre à la première remarque. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait une position qui était justement de pouvoir laisser libre à l'écosystème de s'adapter. De fait, on a aussi entendu le fait que l'adaptation peut avoir aussi ses limites et peut impacter d'autres. Donc là, on a essayé de partager l'impact auprès de tout le monde. De plus, les proxys aujourd'hui n'existent pas. Enfin, je ne dis pas que vous n'avez pas commencé à développer dessus, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un composant qui n'existe pas. D'accord ? Donc, on se considère qui débute from scratch, d'accord ? Et que donc, tout est à construire. J'exagère un peu, j'en suis bien conscient, d'accord ? Mais que tout est à construire et que donc, on a un peu plus de latitude dans ce qu'on souhaite demander par rapport à des services utilisateurs qui, aujourd'hui, pour beaucoup, vont s'adapter au proxy, mais ils ont énormément déjà d'intelligence. Je pense que c'est pertinent que les proxys rajoutent de l'intelligence. Je pense aussi qu'il ne faut pas complètement déstabiliser l'écosystème actuel sous prétexte qu'on amène un espace de confiance qui, dans le but de l'espace de confiance, je vous le rappelle, hein, c'est l'objectif de base, c'est tout de même que les utilisateurs finaux puissent utiliser le DMP, l'INSI, la facturation avec une seule authentification, identification sur leur tablette, leur mobile, leurs ordinateurs portables au sein de leurs différents environnements de travail, cabinets libéraux, pharmacies, etc. C'est ça la promesse qu'on a derrière. D'accord ? Donc, c'est voilà pour la remarque à votre première remarque, la réponse à votre première remarque. Sur la deuxième, j'entends ce que vous dites, d'accord ? J'entends ce que vous dites, et je vous invite, alors j'invite s'il y a des services utilisateurs qui sont derrière, c'est que je comprends bien que dans l'exigence qu'on dit, il n'est pas envisageable, d'accord, que vous ayez exactement la même interface au sens protocolaire, d'accord ? Enfin, protocolaire. Je veux dire, si vous n'avez pas exposé du O2, par exemple. C'est-à-dire que l'interface API Pro Santé connectée du DMP va avoir un certain nombre de mécaniques, d'accord, d'ouverture, ne serait-ce que du flux, qui fait que derrière, vous n'allez pas pouvoir exposer la même chose puisqu'on ne demande pas, en termes d'exigence de sécurité, la même chose. En revanche, la trame qui a été construite par le service utilisateur, elle existe déjà. Il faut qu'il puisse envoyer cette même trame au DMP à travers le proxy s'il n'a pas prévu de s'allier spécifiquement avec un proxy pour adapter son logiciel. Donc ça, on l'entend aussi. Et effectivement, il y a des mécaniques qui seront peut-être propres au proxy. Vous parlez d'HTTP, il y en a qui peuvent passer par un autre protocole. D'accord ? Et donc, effectivement, les services utilisateurs, je pense, auront un minimum d'adaptation, mais pas d'adaptation au niveau fonctionnel ou métier. Ils pourront partir de leurs briques existantes. Alors, j'invite
des services utilisateurs, moyennant ce que je viens de dire, à réagir pour dire est-ce que ce que on est en train de vous dire, c'est-à-dire qu'en gros, je vais dire une bêtise, mais un service utilisateur qui se connecte à deux proxys différents, bah, il y a une mécanique d'authentification pour l'un, c'est 4 points d'entrée par exemple, l'autre c'est un seul point d'entrée avec des headers différents. Est-ce que cette mécanique-là de différenciation, c'est des choses qui sont envisageables pour les services utilisateurs ou c'est encore trop de complexité? D'accord? Et le temps qu'il y en ait qui réagissent, je vais donner la parole à Madame Bignon. N'hésitez pas. Vous avez Oui, la main. c'était par rapport aux interfaces. Donc, Oui. je vois mal comment on souhaiterait mettre à disposition, par exemple, les interfaces DMP, dont une personne auparavant parlait effectivement qu'il y avait un serveur d'autorisation, plus le serveur de service, dirons-nous. Ça voudrait dire que donc, on doit exposer un service d'authentification qui renverrait finalement pas de token puisque non, c'est pas puisqu'on ne ça. va pas leur Excusez-moi. envoyer. Ça serait Non, pas non, ça, c'est pas. Non, c'est pas. Oui. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on clarifie. On en a discuté cette semaine, hein, d'accord, d'exigence et on vous la propose directement. L'objectif n'est pas que vous fassiez une API ProSanté connectée devant votre proxy. D'accord? En revanche, quand je ne suis pas spécialiste de cette partie-là et je m'en excuse vraiment, hein, d'accord? Mais en gros, si vous, en tant que proxy, enfin vous, je ne sais pas hein, si vous avez fait un proxy, mais en gros, si le proxy doit envoyer une trame en XML dans lequel il y a dans la première balise le RPPS, dans la deuxième balise, il y a le document signé, dans la dernière, il y a la signature, le certificat, etc. Et que tout ça est dans un HTTPS, etc., ben, ce que j'entends, moi, personnellement, c'est que la trame qui aura été envoyée, en fait, ce soit celle que vous ayez récupérée du service utilisateur. Vous ayez une interface qui permet de passer cette trame-là pour qu'il ait derrière la possibilité d'envoyer cette trame directement. Vous allez récupérer une réponse du DMP et vous relancez la réponse au service utilisateur. Vous n'avez, et je l'entends, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, très clairement aucune plus-value métier dans cette interface-là. C'est ça que je suis en train de dire. En termes de sécurité, en revanche, vous répondez à la couche sécurité de l'espace de confiance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. C'est-à-dire que c'est dans le corps et le contenu de la trame que c'est différent, que c'est équivalent. C'est même la même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je vois. D'accord? C'est là où monsieur, alors je ne sais plus, c'est monsieur Lesage hein, qui disait tout à l'heure, oui, alors vous êtes bien gentil, l'ANS, de nous dire ça, mais le contenu de la trame n'est pas non plus suffisant, puisqu'en fait, vous allez avoir, vous, dans votre mécanique de connexion ou de différenciation, potentiellement des approches différentes, des points d'entrée différents, peut-être dans un certain cas des headers, etc. C'est ça que vous disiez, quoi. Oui, mais suite à la remarque de madame, effectivement, ça m'amène à une autre réflexion qui est est-ce que au final, la requête originale qu'on va recevoir, que le e-proxy va recevoir du LPS, elle pourra être transmise telle qu'elle au service numérique, ou est-ce qu'il va falloir éventuellement y ajouter des informations de sécurité, voire modifier certaines informations liées à la sécurité, etc. Parce que mettre en œuvre un proxy au sens original du terme, c'est-à-dire juste un outil passe-plat, c'est relativement simple. En revanche, si on doit mettre à disposition les API de ces services numériques, mais en plus assurer assurer avant transmission des requêtes émises par les LPS, une vérification du contenu des trames, des requêtes, voire une modification de par l'ajout d'éléments de sécurité, par exemple, à ces trames, ça devient extrêmement complexe. Alors, je vais vous répondre. Je vous ai dit au début qu'on rajoutait au moins une exigence de la teneur que je vous ai dite et on va la modifier. On a entendu les remarques que vous avez faites. On parlait aussi de rajouter d'autres exigences, donc que je n'ai pas évoquées, dont une partie concernait justement ces vérifications-là. D'accord? Alors, elles ne sont pas écrites, celles-là, parce que c'est une discussion, je vous le dis très honnêtement, c'est une discussion qui a eu lieu ce matin avant le webinaire. D'accord? On va étudier ça. D'accord? L'idée, c'est que ce qu'on est en train d'imposer de manière supplémentaire au proxy, ce soit le plus léger possible, le plus simple possible, puisqu'en fait, ce que nous a été demandé par les services utilisateurs, c'est qu'ils puissent se brancher facilement
en gardant leur intelligence de leur côté, hein, c'est ça qu'ils sont en train de dire en fait, et qu'ils puissent se connecter au DNP directement, même si ça passe par un proxy. Donc en gros, le passe-plat simple, devrait normalement suffire. En revanche, vous vous rendez compte qu'on intègre potentiellement aussi, on vous impose potentiellement une entrée qui devient une entrée d'attaque potentielle. Donc, est-ce que le fait d'avoir un format, je ne sais pas moi, pour le SOAP en XML correct n'est pas un test qu'on vous demanderait de vérifier? Est-ce qu'on ne vous demande pas de vérifier la grammaire de base de la requête qui vous est envoyée? Là, je vous dis, c'est en discussion aujourd'hui, d'accord? C'est la discussion qui nous a été demandé de faire pour la semaine prochaine. Je n'ai pas la réponse et j'entends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. C'est qu'effectivement, si vous devez en fait faire des contrôles qui sont finalement un sous-ensemble des contrôles du DMP, je comprends que vous n'êtes plus en passe-plat et vous devez avoir une logique qui non seulement est ajoutée, et une logique qui soit cohérente avec le DMP, parce que vous pourriez accepter des choses qui sont refusées par le DMP ou refuser des choses qui seraient acceptées par le DMP. Donc on rentre dans une mécanique qui est potentiellement compliquée. Honnêtement, moi je suis plutôt pour le passe-plat, mais il faut qu'on étudie quand même l'impact que ça a. Très bien. Si je peux me permettre une dernière remarque. Oui. Moi, je participe à ces ateliers de concertation dans le cadre de l'élaboration d'un produit type Dreambox, qui doit intégrer à cet espace de confiance. Et on a, de la part de l'ANS, branche Dreambox, un stand d'éléments calendaires qui nous ont été communiqués, notamment une proposition de participation à des tests dits réels Dreambox, avec une inscription avant fin juillet, etc. Mais en fait, il y a un stand d'éléments qui s'ajoutent au travail restant à réaliser. Et voilà, je voulais juste J'entends. Je voudrais juste être certain que tout ça est bien. Après, je vais vous répondre. Excusez-moi de vous couper. Je veux juste être certain que vous avez échangé avec les différents services, notamment Dreambox. Sur ce sujet-là, on a effectivement discuté, échangé avec les personnes qui s'occupent des Dreambox. D'accord, on a explicitement discuté avec eux. Donc oui, c'est pris en compte dans ce sujet Dreambox. D'accord. D'accord, merci. Voilà. Voilà, c'est un sujet qui est parfaitement au courant et même ils ont fait partie de la discussion pour trouver la solution à ce retour de concertation. Donc oui, ils sont au courant et ça fait partie de leur problématique calendaire. Monsieur Edel? Oui, je voudrais rebondir sur la discussion là qu'on a sur le fait que vous nous imposiez de contrôler justement l'intégrité du message qu'on reçoit. C'est pas encore dit, hein, c'est en discussion. Non, mais d'accord, mais un argument supplémentaire. Dans la mesure où j'imagine que de toute façon les téléservices de l'API, enfin les API de téléservices connectés en santé de l'État et donc de l'ANS ou de l'assurance maladie, ils vont de toute façon être exposés sur Internet. Donc vous allez de toute façon réaliser cette intégrité. Donc aujourd'hui, nous imposer on va dire, de faire passe-plat et en plus d'avoir ce contrôle ne va pas vous dédouaner de faire vous-même ce contrôle. Donc vous nous imposez quelque chose qui est déjà fait derrière. D'accord. Cependant, je pense que vous avez vu, je vais revenir. Attendez, je vais revenir. Il y a une problématique toute bête, vous allez voir. Il faut qu'on je pense que vous avez vu qu'on essaye d'être cohérent, etc. C'est un effort qu'on fait réellement. Vous avez vu, là, tout à l'heure, je vous ai présenté les tests d'intrusion. Je vais le représenter pour que vous compreniez le problème. L'ancien toujours protégé. Voilà, vous voyez là. En fait, dans l'audit, l'auditeur doit tester les cas de mésusage par requête non conforme afin de vérifier que le 6.7 rejette la requête et déclenche correctement la procédure d'alerte. Si vous êtes passe-plat et qu'on vous demande de rien vérifier, vous êtes KO sur le TI. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bête en fait. C'est peut-être qu'il faut enlever le TI, hein, parce que au moment où vous nous avez présenté ce document, on n'avait pas encore compris qu'il fallait qu'on fasse passe-plat sur l'intégralité des téléservices. Non, mais bien sûr. Mais il faut que nous, on trouve une formulation, d'accord? Il faut qu'on trouve quelque chose qui fait que tout ça est cohérent. C'est ça, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, allez-y, monsieur Le Sage. Je rejoins monsieur. C'est vrai que il faut quand même que chacun prenne ses responsabilités, quoi.
Je veux dire, les services TLSI, NSI, et DMP, etc., qui sont exposés, enfin, C'est pas, on leur excusez-moi. responsabilité, ils assurent. Oui, d'accord. Mais c'est voilà. pas. Alors, attendez, je pense qu'on ne s'est pas forcément bien compris. Là, le test d'intrusion, il est fait suite à une analyse de risque qu'on a fait conjointement avec l'assurance maladie, GE, Césame Vital et des experts de sécurité. D'accord? Donc, c'est une analyse de risque où à la fin, on a dit à chaque fois qu'il y a un point d'entrée dans un serveur, et c'est ce qu'on fait nous, et vous venez de le dire, c'est ce qu'on fait sur le DMP, l'INSI, ProSanté Connect, tout ça. Chaque fois qu'il y a un point d'entrée, on doit aller vérifier que ce point d'entrée est enfin, entre guillemets, j'allais dire correctement attaqué. Disons qu'il est correctement appelé. D'accord? Ça fait partie des tests de base et vous le savez, je pense que si vous faites des serveurs, vous faites ça aussi. D'accord? Le problème, c'est pas qu'on a peur, en fait, que la trame que vous allez recevoir, quand vous allez l'envoyer au DMP, bah, en fait, le DMP risque de recevoir une trame qui est mal configurée alors que quelqu'un avant aurait dû le vérifier. C'est pas du tout ça, en fait. Ce qu'on est en train de dire, c'est que est-ce qu'on accepte que sur une trame en passe plat, vous ne fassiez aucune vérification, alors que nous, on considère de base, dans l'analyse de risque, que dès que vous recevez une trame, vous devez être robuste à cette trame en termes de sécurité. En fait, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas que vous analysiez une trame au sens DMP, c'est que cette trame, s'il y a de l'injection de l'injection PHP, de l'injection SQL ou j'en sais rien, votre proxy ne soit pas planté. Donc si on vous dit, vous ne vérifiez rien, vous inquiétez pas, de toute façon vous êtes passe-plat, mais en fait on est en train d'introduire une faille de sécurité nous-mêmes dans votre proxy. En fait, c'est ça la problématique. Si maintenant on dit à l'auditeur PASI, vérifiez les trames de mes usages, etc., et que vous êtes KO, et que c'est parce qu'il a mal formaté une trame DMP, alors vous devriez la rejeter, mais en fait, finalement, vous êtes dans le mode passe-plat, et c'est le DMP qui le rejeta. En fait, vous vous rendez compte, on rentre dans une mécanique, en fait, qui peut être antagoniste dans l'approche. Donc, il faut qu'on y travaille, d'accord? C'est ce qu'on a décidé ce matin. Travailler à comment vous demander d'être robuste à quelque chose où théoriquement vous êtes passe-plat. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et l'objectif, c'est pas que vous fassiez une vérification que le DMP va faire, effectivement. Mais il faut qu'on soit cohérent en termes d'analyse de risque. Il faut juste comprendre ça, en fait. D'accord? Le plus simple, Voilà. c'est de ne plus être passe-plat. Oui, ben c'est comme pas faire de test d'intrusion, j'entends bien, j'entends bien. Je pense que vous avez compris l'argumentaire de ce qu'on expose. Mais voilà, c'est pas, il n'y a pas de, dans l'approche qu'on a sur l'espace de confiance depuis le début, c'est que, je répète, notre objectif, c'est d'améliorer la sécurité tout en déployant les usages, d'accord, avec plus de possibilités, d'accord, c'est la promesse que j'ai expliquée tout à l'heure. Donc, on a essayé de sortir du paradigme d'avant, déjà d'avoir plusieurs cadres d'interopérabilité différents, d'avoir un endroit où vous avez ProSanté Connect, un autre où vous avez la carte CPS, un autre où vous avez certificat, un autre, etc. Donc, va perdurer en parallèle toutes ces interfaces-là. Ce qu'on est en train de présenter là, c'est l'interface unifiée de demain, le cadre d'interopérabilité unifié de demain. Il faut que c'est pas un cadre d'interopérabilité, mais cet espace de confiance arrive à faire porter tout le monde, toutes les contraintes de tout le monde dans un business model qui permette d'être assez ouvert pour que tout le monde s'y retrouve. Alors vous allez me dire, oui, ben on ne va pas s'y retrouver tout de suite. C'est possible, d'accord? C'est pour ça qu'il y a le Ségur pour vous aider. Mais voilà, donc pour l'instant, on entend et on comprend la problématique des services utilisateurs sur une brique qui n'existe pas encore, qui est les proxys. Moi, personnellement, je pense que les proxys ont une énorme valeur ajoutée à avoir demain. En attendant, il va falloir que tout l'espace de confiance se crée, s'adapte, aille dans une direction donnée, et qu'on va probablement découvrir petit à petit hein, dans les années qui viennent, quoi. Voilà. Il nous reste un quart d'heure. On a beaucoup parlé de cette remontée-là, donc on sent qu'elle est importante. Hein. Donc je pense que c'est très important dans la concertation qu'on a eu cette remontée-là. Je ne veux pas clore le sujet parce que voilà, pas de problème si vous voulez me rechallenger dessus, etc. De toute manière, je suis déjà bien challengé, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur le référentiel, les documents de conformité, voilà, un certain nombre de choses que vous n'auriez pas forcément saisies dans tous ces documents qui sont aujourd'hui en concertation? Des questions sur l'espace de confiance, d'une manière générale aussi, hein, si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Oui, allez-y.
Oui, ça rejoint un peu ces fameuses interfaces API Pro Santé Connectée. Dans la doc de conformité, en fait, il est fait référence qu'aux API REST. Et forcément, on va avoir des appels qui vont être en SOAP, puisque DMP et TLSI sont sur du SOAP à l'heure actuelle. Donc, je trouve étonnant de ne pas rajouter ces Alors, dans le formats au document de niveau du doc de conformité, conformité. d'accord, ok. Bah, c'est peut-être qu'on a peut-être un peu anticipé un changement de technologie Vous savez exactement où c'est? Non? Non, c'est peut-être pas. Je vais chercher devant vous. Je vais regarder, oui. Alors, API REST. Donc là, il y a une conformité au standard. Donc c'est en gros. Oui, mais alors d'accord. Ok. API REST. Conformité au standard. D'accord. C'est dans le chapitre 3.2.3.2, c'est ça? Alors, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça dont vous parlez. Oui. C'est ça, hein? D'accord. Oui. Ok. Parce que je crois que c'est dans cette partie-là que sont les API Pro Santé Connectée. En revanche, donc c'est forcément du OO2 qui est en reste, si je ne me trompe pas, et enfin que celui que nous on a. Et à l'intérieur de la trame, ça peut être du SOAP. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la même discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est du SOAP à l'intérieur d'une authentification O2. Voilà, je ne sais pas si. Alors là, pour le coup, je suis vraiment pas compétent, malheureusement. Mais c'est pas. Là, je pense qu'il ne faut pas le voir au sens reste, mais au sens. Il faudrait qu'on le précise, effectivement. Mais ça doit être comme ça que c'est expliqué quand c'est publié en ligne. Oui, Ça doit être pour ça. Ils font référence sur la publication en ligne. Oui, donc je pense que c'est juste une référence à la publication en ligne qui est peut-être trop orientée reste alors qu'elle ne décrit pas forcément que du reste. Oui, le nom du document API REST, effectivement, ça. Oui, ça peut, perturbe. je comprends, voilà, ça C'est peut perturbant. perturber, je comprends ce que vous dites, d'accord? Mais effectivement, enfin, faut bien comprendre que c'est toujours pareil, hein. Tout ce qu'on vous présente a été étudié, validé et construit de concert avec l'assurance maladie, le GE César Vital, d'accord? Donc, voilà. Après, l'intitulé peut effectivement porter à confusion, je l'entends, d'accord? Mais sachez que les API Pro Santé Connectée DMP seront conformes au volet transport synchrone qui est décrit dans le cadre d'Interop des systèmes d'information de santé. D'accord? Il sera conforme. Après, le contenu de la trame métier fonctionnel qui sera envoyé sera peut-être en XML et donc issu du SOAP précédent, quoi. Oui, parce que si effectivement ça doit changer à court terme, c'est vrai que nous imposer de faire du SOAP, de l'interface SOAP pour après faire Non, pas pour l'interface l'instant. REST, Non, alors, c'est vrai que ça fait il n'est beaucoup pas de choses, exclu. effectivement. Voilà, il Je n'est pas suis d'accord exclu. avec mes collègues, ça fait Oui. énormément de choses. Oui, alors attendez, il n'est pas exclu. Enfin, comme d'habitude, hein, dans la santé, je pense que vous l'avez vu, on essaye de ne pas couper court à ce qui existait par le passé, parce que de toute manière, on voit bien que le temps de déploiement, il est long, il est très long, hein, pour avoir eu des expériences par le passé dans d'autres secteurs, et dans la santé, il est particulièrement, et ce qui se comprend parfaitement au vu du contexte et des usages terrain, hein. On comprend bien qu'on peut pas, on a autre chose à faire dans la santé que de changer de logiciel toutes les 5 minutes. D'accord? Donc, aucun problème là-dessus, c'est pas le sujet. D'une manière générale, quand on met en place une nouvelle architecture et dans l'ambition qu'on a sur l'espace de confiance, on sait qu'on va mettre des années à faire en sorte qu'il y ait un changement et un déplacement, d'accord? Petit à petit. On le voit, nous, par exemple, pour travailler sur la CPS, on va passer à une CPS V4. Elle est compatible de ce qu'il y avait avant, moyennant des changements à la marge, etc. Mais globalement, on essaye toujours que ce qui est le nouveau est compatible du précédent avec un impact minimal. Donc, pour répondre à votre question, les API Pro Santé Connectée, par exemple, seront en parallèle des interfaces actuelles de connexion par carte CPS, de connexion en R simplifié, etc. D'accord? Il n'y aura pas de Big Bang. Donc, de la même manière qu'aujourd'hui, ce qui a été décidé, alors c'était pas moi, je ne faisais pas partie de la décision, mais je sais que ce qui a été décidé côté assurance maladie, c'est qu'aujourd'hui, les logiciels construisent des trames en SOAP. Ce n'est pas parce qu'on passe en API Pro Santé Connectée qu'on va leur imposer du reste. Ça fait trop de changements. Donc, on passe en API Pro Santé Connectée. En revanche, la brique qui construit la trame métier, elle reste la même. Donc, vous avez une API, en gros, qui serait plutôt prévue pour du reste, mais qui accepte du SOAP. Demain,
Si elle passait en REST, d'accord, elle accepterait toujours du SOAP et elle permettrait le reste pour avoir peut-être plus de fonctionnalités, plus de choses qui seraient prospectifs. Voilà, il n'y a pas de... voilà, on est toujours dans une continuité. Je pense que l'effort fondamental qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est surtout de passer dans l'espace de confiance. Après, que ce soit en REST, SOAP, etc., je pense que c'est une étape qui est après et qui ne sera pas l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 3 ans. À mon avis, ça prendra encore plus de temps. Mais c'est vrai que c'est des sujets qu'on a en cours, notamment sur la facturation, à savoir est-ce qu'on reste sur les formats actuels ou est-ce qu'on passe en REST. Les formats actuels sont ceux qui seront privilégiés dans un premier temps. Il y aurait ensuite d'autres API ProSanté connectés, si ça devait avoir lieu, qui accepteraient d'autres choses. D'accord? Je ne sais pas si je vous rassure. Enfin, on essaye de faire les changements les uns après les autres et essayer de ne pas les cumuler. Alors, ce n'est pas toujours évident, vous allez me dire, surtout en ce moment, hein, avec tout ce qu'on vous présente, mais notamment là, ça sera du SOAP dans une API volée des transports synchrones, mais on ne va pas passer en REST en même temps, quoi. C'était votre question? Merci. Voilà. Oui, merci. Les API ProSanté connectés définissent surtout comment utiliser un jeton ProSanté Connect dans un service cible. Pas comment le service cible doit implémenter ses interfaces métiers. D'accord? C'est comment utiliser un jeton ProSanté Connect qui aujourd'hui ne sert strictement à rien, à part à ouvrir son service si on trouve que c'est très bien d'utiliser ProSanté Connect, mais il n'a pas de valeur ajoutée par rapport à une carte CPS qui permet tout de suite aujourd'hui d'ouvrir le DMP. Comment ce jeton-là doit être utilisé pour pouvoir ouvrir une API ProSanté connectée. Donc, une API. Et donc, on a défini les API ProSanté connectées. Après, le contenu à l'intérieur de cette API, c'est libre au service cible. Donc, forcément, comme on n'est pas dans un effet Big Bang de tout changer partout, vous allez avoir le même contenu de trame à l'intérieur. Et pour revenir à l'action, je pense qu'on va essayer d'avoir une réponse à cette problématique-là de test ou pas, de passe-plat, la semaine prochaine. D'accord? On va étudier ça pour le webinaire de la semaine prochaine. Il nous reste 10 minutes. Est-ce que les niveaux N1, N4 ont été clairs pour vous? C'était important hein, qu'on soit capable de bien vous préciser ça. Ok, merci Alexandre pour tes réponses dans le chat. Oui, ben, reprenez la parole, il n'y a pas de problème. Je suis désolée, ce n'est pas en lien avec vos dernières questions. C'est pas de un souci. point que j'avais noté dans le dossier. Exigence PSC 11, en fait, il parle d'utiliser activement son service au niveau du PS. En gros, ce qu'on entendait par utilise activement son service, est-ce qu'il y a un délai d'inactivité qui est prévu d'être défini? Oui, c'est 30 minutes. Alors attendez, utilise. Alors oui, c'est une très bonne question. Utilise activement. Alors c'est la 11, hein, c'est ça? Oui. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Excusez-moi. Alors c'est ça c'est par exemple typiquement. Alors je fais une entorse, mais c'est typiquement. Hop. Voilà. C'est typiquement la partie là. J'en profite, c'est la partie communauté. D'accord? Donc on est vraiment sur l'espace communauté de ProSanté Connect. D'accord? Donc pas l'espace de confiance. Donc ça c'est tous ceux qui intègrent ProSanté Connect doivent répondre à ça. D'accord? Alors dans le cadre de la gestion, alors je vais lire ce qu'il y a au-dessus. D'accord? Dans le cadre de la gestion de session ProSanté Connect, il était offert au FS la possibilité de rafraîchir son jeton d'accès grâce au endpoint refresh. Donc en fait, dans OpenID, il y a une capacité à rafraîchir le jeton. Le jeton dont on parle de base, le jeton d'accès, c'est l'access token. Cet access token est valide 2 minutes. On comprend bien que 2 minutes, on est plutôt dans des temps de dialogue protocolaire entre le moment où le PS valide son authentification et j'ai envie de dire, il faut faire l'action immédiatement. Immédiatement, il faut aller contacter le DMP et le récupérer.
en OpenID, il est convenu qu'on peut faire un refresh token, d'accord? C'est-à-dire que l'access token, autant il n'est plus valide, donc vous ne pouvez plus l'utiliser pour accéder au DMP. En revanche, enfin, DMP c'est un exemple, hein, bien entendu. En revanche, vous pouvez demander à ProSanté Connect, d'accord? Renvoie-moi un access token sur la session précédente. Il y a une modalité comme ça, on va dire, élastique de la session. Cette modalité-là, c'est par le refresh token. Il faut savoir que nous, on a rajouté une autre notion qui est la session. C'est-à-dire que, en fait, quand vous rafraîchissez un jeton, vous avez jusqu'à 4 heures pour rafraîchir un jeton. Enfin, vous avez 4 heures pour rafraîchir un jeton toutes les demi-heures. Au bout de 4 heures, vous ne pourrez pas rafraîchir un jeton. Il faudra forcément que l'utilisateur se réauthentifie. Donc, ce qui est demandé aux fournisseurs de services, donc ceux qui sont a priori en contact de l'utilisateur. Alors, quand on dit au contact de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un access token ou ils ont généré l'action d'avoir un access token. Ce qui est demandé, c'est de rafraîchir périodiquement les informations d'authentification auprès de ProSanté Connect uniquement lorsque l'utilisateur professionnel utilise activement son service. En gros, vous devez avoir dans votre service un mécanisme, une mécanique de gestion d'inactivité. Il n'a pas tapé sur le clavier, il n'a pas envoyé de trame, il n'a rien fait du tout pendant, je ne sais pas, 4 heures. Et à ce moment-là, vous devez demander. Donc, ce qui veut dire que pendant une demi-heure, tant que votre utilisateur est actif, tant qu'il fait des choses, vous pouvez redemander en fait un refresh token. Voilà, c'est une exigence. Ce qu'il faut comprendre derrière dans la vérification qu'on va faire, c'est que de toute manière, nous, on a limité à 4 heures. Donc, vous pouvez demander en boucle sans vérifier activement. Je veux dire, techniquement, vous pouvez vérifier. Vous pouvez demander en boucle toutes les demi-heures jusqu'à 4 heures un jeton access token sans rien vérifier. N'empêche que s'il y a une faille de sécurité au bout d'un moment qui est avérée et que vous n'avez pas vérifié activement l'utilisation de votre service, vous serez en tort. Utilisation activement du service, c'est que vous ayez, je sais pas, alors, je pense pas que c'est ça qu'il faille faire chez vous, mais cliquer sur un bouton, c'est utiliser activement, saisir du texte, c'est utiliser activement, envoyer une trame, c'est utiliser activement, voilà. Par exemple, bouger la souris, je pense pas que ce soit utile. Vous n'allez pas voir qu'il a bougé la souris. Il y en a qui font ça. Dans la sécurité, il y en a qui vérifient que la souris a été bougée. On n'en est pas là. En gros, on comprend qu'un utilisateur, notamment dans la santé, il va être en cabinet, on prend l'exemple du cabinet, il discute, il parle avec son patient, il essaye de voir, etc. Et pendant un certain temps, il n'a pas cliqué sur son outil. On estime globalement aujourd'hui qu'une consultation va durer 20 minutes, on va dire en moyenne. On considère que donc, pendant une demi-heure, normalement, il va rechercher au moins une fois un dossier patient, il va au moins une fois faire une facturation, demander au moins une fois un DMP, consulter au moins une fois quelque chose pour son patient. Donc voilà comment il faut le penser. Donc si vous avez dans votre service quelque part ce qu'on va appeler une espèce de watchdog métier, excusez-moi du terme, qui va dire que l'utilisateur est toujours devant, donc vous pouvez considérer que vous avez rafraîchi périodiquement les informations. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en fait, ce que vous considérez vis-à-vis de PSC, si nous, on détecte effectivement que l'utilisateur n'est pas actif, le maximum d'inactivité, c'est max 30 minutes, puisque de toute façon, après, le refresh token est expiré. En fait, on considère que vous pourriez demander, en fait, on vous fait confiance de demander un refresh toutes les demi-heures si vous avez détecté que votre utilisateur est actif. D'accord? C'est ça qu'on vous fait. En fait, on vous fait confiance. Okay. On vous dit, voilà, vous devez mettre en place ça, et sous réserve de ça, vous pouvez rafraîchir toutes les demi-heures votre jeton. Ensuite, au bout de 4 heures, nous, on considère qu'il faut réauthentifier l'utilisateur, et de toute manière, ProSanté Connect va couper. Si c'est au bout de 31 minutes que vous demandez un refresh token, vous ne l'aurez plus. Le refresh token n'est plus valide. Il faudra se réauthentifier. D'accord? Donc, je vous donne un exemple. Si par exemple, vous demandez un refresh, je ne pense pas que ce soit intelligent de faire comme ça, mais si à chaque fois que l'utilisateur clique sur un bouton, tape quelque chose sur le clavier, vous demandez un refresh, globalement, vous êtes dans les clous. C'est bon. D'accord? Voilà. Il faut le voir comme ça. D'accord. Merci. Voilà. Après, il faut comprendre aussi que, c'est important, hein, cette notion-là, c'est que celui qui va détecter les clics souris, c'est le service utilisateur. Ce n'est pas lui qui gère l'authentification à ProSanté Connect. C'est le proxy qui gère l'authentification à ProSanté Connect. Donc, il y a un moment, il va falloir que vous ayez un dialogue
avec le proxy, entre le service utilisateur et le proxy, en gros, en disant bah, mon utilisateur n'est plus actif, ou il y a une déconnexion, ou je ne sais pas quoi, d'accord, pour dire au proxy bah, ne fais pas de refresh, ou etc. D'accord, c'est important ça. Hein. Parce que sinon, toutes les demi-heures, le proxy, lui, il va pouvoir faire un refresh. D'accord, donc il le fera, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans avoir d'information de l'activité de l'utilisateur. Donc ça, on va demander un certain nombre de choses là-dessus pour savoir comment vous faites ça. Et il va demander un access token frais pour pouvoir accéder au DMP quand il aura besoin. Mais je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que celui qui gère l'inactivité, c'est celui qui est devant l'utilisateur, c'est donc le service utilisateur. Celui qui gère le rafraîchissement, c'est le proxy. Oui, oui. D'accord? Donc, Clair. il y a un Oui, dialogue merci. entre le LPS et le proxy qu'il faut confirmer. Typiquement, si on prend tout à l'heure ce que disait, ce dont on parlait, bah, il envoie une trame DMP, bah, vous pouvez rafraîchir. Si nécessaire, voilà, s'il envoie une trame DMP. Si c'est toutes les demi-heures qu'il envoie une trame DMP, bah, c'est bon, ça ira. S'il utilise un service, cet utilisateur-là, dans cet intervalle de 30 minutes, bah, il est considéré comme actif. D'accord? Donc, côté proxy, il peut déjà se baser là-dessus pour savoir si l'utilisateur est actif. Ok, merci. Voilà. On arrive au bout. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup pour vos échanges et je constate que la concertation est un passage extrêmement important et utile. J'ai entendu, hein, vraiment, je vous le dis, j'ai entendu ce que vous remontiez comme problématique côté proxy. Vous avez compris que notre objectif, d'accord, sur cette nouvelle exigence qu'on va apporter, j'entends que vous souhaitez avoir le moins d'efforts à faire possible parce que c'est déjà quelque chose en plus à rajouter et que en plus, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a aussi la problématique de bien définir ce qu'on attend sur cette interface commune. Et on va dire là, c'est plutôt l'interface métier qui doit être commune et à voir comment on écrit ça. Je vous invite à utiliser participer pour poster aussi vos remarques encore et à être là la semaine prochaine où je parlerai un peu plus précisément de l'outil de conformité et de ce qu'on attend vraiment comme test, ce qu'on va générer comme test derrière. L'objectif étant bien sûr de vous rassurer sur le fait que c'est effectivement un peu d'effort pour vous, mais aussi une aide pour que vous compreniez bien ce qu'on attend. Voilà. Et on va couper. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne fin de Au journée. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine.